Salut à tous, et avant de démarrer l'interview avec Jérémy Mathieu, je tiens à dire un grand merci à Winamax qui a permis la réalisation de cette vidéo et qui en plus de ça double votre dépôt jusqu'à une hauteur de 100 euros et la création de ce petit code promo Colindice qui vous donne accès à 10 euros supplémentaires. Oui, les deux offres sont cumulables, allez vous régaler, il y a plus d'informations en description et je vous en parle davantage un peu plus tard dans cette vidéo. Mais c'est parti, on commence avec Jérémy Mathieu, on va se régaler, il y a plein de choses à voir ensemble. Ça m'a fait du bien de préparer cette interview, Jérémy, parce que bon, déjà ça m'a ramené à quelques années où j'étais encore complètement innocent dans le monde du foot et que je me contentais de regarder les matchs parce qu'on n'avait pas autant accès à tout ce que vous viviez, notamment avec les réseaux sociaux et tout. Ouais. Mais dis-moi si tu confirmes, hein, parce qu'il y a les infos je vais les chercher sur les sites, etc. Mais j'aime bien aller à la source pour les vérifier. Tu commences à Sochaux avec le groupe professionnel à l'âge de 16 ans. Ouais. Comment ça se passe à l'époque? Bah en fait, si tu veux, moi j'ai toujours été un peu surclassé et tout ça. Et puis bon, ça s'est fait naturellement. En fait, le problème, le seul truc, c'est qu'à 16 ans, si tu veux, l'histoire, c'est qu'à 16 ans, je fais une interview dans le journal, tout ça, et j'avais un agent, je sais plus comment il s'appelle. En fait, je devais partir en Italie, au Milan Mhm. AC, très jeune. Et si tu veux, à un moment donné, je m'entraîne là avec ma catégorie. Et si tu veux, il y a Jean Fernandez qui arrive et il me prend comme ça, tu sais, avec son bras. Il me dit, écoute, j'ai vu que tu dois partir à Milan. Et il me dit, si tu veux avoir une belle carrière et tout ça, il me dit, reste à Sochaux et moi, je vais te faire venir avec nous directement. Et du coup, ça, voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, si tu veux, il m'a pris sous son aile pour pas me brûler les ailes, quoi, tu vois. C'est Mhm. comme un papa, en fait. Et ça Parce s'est fait. qu'au même avec le recul, quand tu regardes par-dessus l'épaule, tu te demandes jamais ce que ça aurait pu être en ayant signé à Milan directement à l'époque. Bah, avec le recul maintenant, non, pas spécialement, parce que vu la carrière que j'ai faite, du coup, ça a été le bon choix et heureusement que je l'ai écouté. Ouais. Alors, tu as raison, c'est bien Jean Fernandez qui te fait découvrir l'équipe première à cet âge-là. Mais finalement, c'est plus sous Guy Lacombe que tu as vraiment ta chance et que tu fais des saisons pleines. Ça démarre fort pour toi parce que l'époque où tu es à Sochaux, c'est aussi l'époque des épopées de Sochaux où on est plus sur le haut du tableau. Tu étais déjà préparé à être dans ce bain-là si vite, si jeune ou est-ce que tu as été un peu surpris? Bah, si vite, oui et non, parce qu'après, on va dire que c'est la fabrique du FC Sochaux-Montbéliard, hein, Ouais. de s'appuyer sur son centre de formation. Après, voilà, moi, j'ai eu la chance de m'entraîner pendant un an avec les pros, donc à l'âge de 16 ans. Après, j'ai fait deux bancs, je crois que c'était enfin, Bordeaux et Bastia ou un truc comme ça, donc où je suis pas rentré, il n'y a pas de souci. Et après, c'est vrai que Guy Lacombe a repris. Et donc, bah, je commence sur le banc, enfin, je fais Sedan sur le banc. Donc Mhm. là, j'avais 17. Sur Sedan, je rentre 3 minutes dans les arrêts de jeu. Et le deuxième match, on joue contre Lyon à domicile, et là, il me met titulaire directement. Et après, je suis plus sorti de l'équipe, en fait. Mais voilà, c'est la fabrique de Sochaux, quoi. C'est le centre de formation et il s'appuie sur tes jeunes. Vous ressentiez pas, vous les jeunes de l'époque, vous ressentiez pas une pression particulière? Non, bah, tu sais, la pression, tu l'as sur le premier match. Tu dis, voilà, faut que je fasse bien les choses. Et puis, voilà, moi, j'étais à l'écoute des entraîneurs. Donc, moi, c'était carré, il fallait que je fasse mon job. Et puis, voilà. Mais après, on est insouciant, en fait. Quand tu es jeune, tu Ouais. fais pas dans ça, quoi. Il y a, encore une fois, quand je prépare l'émission, parce que déjà à l'époque, je suis surpris, mais même quand je prépare l'émission, il y a ce choix de Toulouse qui me surprend toujours. Où, comme on le dit, ça se passe relativement bien pour toi à Sochaux, que ce soit individuellement ou collectivement, ça se passe bien. Ouais. La décision de quitter ton club formateur pour Toulouse, qui n'est pas forcément en termes sportifs vraiment mieux que Sochaux, sur le coup, même pas du tout. Comment elle vient la décision? En fait, à l'époque, si tu veux, j'ai Marseille, Lyon, Toulouse. Ouais, parce que j'avais vu Monsieur Aulas sur la parking, tout ça. Il me dit, ouais, je vais te faire venir à Lyon. Et écoute, bah, en fait, ça s'est fait enfin, toute ma carrière, ça a été comme ça. Si tu veux, j'ai pris un papier ou un tableau et tu mets le pour et le contre. Et en fait, si tu veux, moi, je voulais pas me griller trop vite. Mhm. Et voilà, je vais sortir du centre de ma formation. Je suis encore jeune. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et si tu veux, je voulais passer des paliers, en fait. Je voulais pas aller Ouais, trop vite. ouais, Et, je et, comprends.
Et j'ai bien fait parce que la première année de Toulouse, ça a été très, très compliqué. Donc déjà, d'une part, je me suis marié en 2005 et je pars à Toulouse directement. Donc je pars avec mon épouse et je quitte la famille, je quitte le cocon. Donc déjà, enfin, mes parents et puis après le cocon de Sochaux, quoi, où je suis Ouais. à l'aise. Et la première année a été très, très compliquée. Mais Toulouse, là, ont été costauds. Ils m'ont pas laissé tomber. Ils m'ont soutenu. C'est vrai que je faisais des matchs un peu bidons. Et puis, du coup, avec mon père, ça a été très fort là-dessus, où ils m'ont pas lâché, tu vois. Ils m'ont dit, voilà, c'est ta première année, transition, c'est compliqué. Et du coup, dans un club comme Toulouse, ben, ça passe. Tu vois, Lyon, je pense Ouais. que était Ouais. fracassé directement, quoi. Mais ton analyse sur la période compliquée, parce qu'elle n'est pas compliquée seulement pour toi, hein. Elle est compliquée aussi, même sportivement, pour le club de manière générale. Toi, tu l'analyses comme étant tes performances, tu l'analyses comme étant un souci d'adaptation, vraiment psychologique. C'est plus ça qu'un vrai problème collectif. Ouais, bah, niveau perso, ouais, c'est ça. Surtout que j'arrive. Enfin, en fait, je me cherchais parce que je suis arrivé, je jouais là, je me dis non, il faut que je me souviens, je vais voir le coach, je dis non, il faut me remettre au milieu de terrain parce que j'ai fait toute ma formation en numéro 6. Je dis mettez-moi en 6, je vais être plus à l'aise. Ouais. Alors que pas du tout. Voilà, on cherchait et c'est vrai que la première année, on se sauve à 2 journées de la fin ou un truc comme ça. Ça a Ouais. été compliqué de partout. Ouais. Et bon, c'est le foot qui veut ça, hein. Mais c'est vrai que Euh, c'était super compliqué, même au niveau des entraînements. Je suis arrivé, préparation, 3 fois par jour, à 7 heures du matin. On se ouais. levait, on allait au golf, on allait courir, à jeun comme ça, on déjeune, entraînement, mange, sieste, et, ouais, et puis je te dis, waouh, c'est que je suis tombé, quoi. Préparation de dingue. Et puis la saison a été compliquée, bah, aussi physiquement, on était carbo. Ils ont Ouais. mis en place un truc où, par exemple, on jouait le samedi, pour récupérer, on allait en forêt le dimanche matin pendant 1 heure, quoi. Wow. C'était un truc de fou. Ok. Et, ouais, Ok. franchement, super dur. Mais du coup, ce à quoi tu avais été habitué avant à Sochaux, c'était beaucoup plus soft, on va dire, la préparation. Ah ouais, ben, soft, enfin, c'était une préparation normale, quoi. Ouais. C'était une préparation normale où bah, pendant une semaine, bah, tu faisais du physique, tout ça. Après, bah, tu faisais le ballon et tu en faisais un peu de physique derrière. Parce qu'en France, on en reviendra après sur l'Espagne et le Portugal, mais en France, c'est basé sur le physique, quoi. Ouais. Ouais. Euh, C'est vrai. voilà, C'est vrai. mardi matin, à Toulouse, le mardi matin, on touchait pas le ballon. On faisait que du physique. Tu te dis, waouh, c'est un truc de dingue, quoi. Mais ça, pour toi, c'est la France ou c'est aussi parce que Toulouse, à l'époque, surtout sur cette première saison, lutte sur le bas du classement et quand on est sur le bas du classement, on est plus à essayer de se rassurer avec du physique que vraiment du technique. Est-ce que c'est adapté à la qualité de l'effectif et du club ou est-ce que tu penses que c'est plus général en France? Non, je pense que bah, avec le recul et maintenant l'expérience que j'ai, la France, c'est basé beaucoup Ouais, sur le physique, je trouve, hein. Après, je connais pas les autres clubs, après, à part les grands clubs, hein, je pense. ouais, bien sûr. Mais les petits clubs, entre guillemets, voilà, c'est beaucoup physique, on le voit, hein. Bon, on l'a dit, la première saison, elle est compliquée. Ouais. Après ça, après, ça va un peu mieux. Il y a Eli Bob qui arrive et ça va un peu mieux. Le club finit même troisième sur une saison incroyable. Le secret, c'est Eli Bob ou c'est ce que tu m'as dit, c'est simplement le déclic, ça y est, l'adaptation, elle est arrivée et du coup, on digère mieux les choses. Bah après, en termes de collectif, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, il y en a qui sont Ouais. partis. Si tu veux, il y a eu une alchimie entre les jeunes, les arrivés, et puis les anciens. Et ça a pris. Après, on finit troisième à la dernière journée où il y a un scénario de dingue. Bon, tant Mm. mieux pour nous, hein, mais après, et tant mieux pour le club. Mais voilà, c'est vrai que c'était une année incroyable. Après, dans le vestiaire, je peux même pas imaginer comme c'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. Il y a entre Dédé Gignac, tout ça. Enfin, franchement, c'était du n'importe. Mais c'était du NAP bonne ambiance ou c'était du NAP difficile à gérer même pour le coach? Bonne ambiance, et bonne D'accord. ambiance. Il y a eu de tout. Bonne ambiance, il y a eu des bagarres, il y a eu. Je te dis, ça partait dans tous les sens, mais au final, on se retrouvait après.
sur le terrain où on se battait les uns pour les autres, quoi. Ok. Bon, à la rigueur, vaut mieux que ce soit comme ça. Vaut mieux que ce soit un peu nimp dans le vestiaire et cadré sur le terrain. Il y a un épisode un peu douloureux quand même. Et après, tu vas en revivre un différent. C'est la blessure. Sur la saison 2007-2008, tu as une fracture du métatarse, si je dis pas de bêtises. Maintenant, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu avec Neymar notamment. À l'époque, on connaissait pas du tout, enfin, le grand public connaissait pas du tout cette blessure-là. Mais il y a quand même 49 matchs manqués. Mhm. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une longue blessure. J'ai besoin que tu m'en parles parce que par rapport à la suite de notre échange, ça va être important. Comment est-ce que tu vis cette longue période de blessure? T'es jeune, mais t'es dans un club finalement où tu me dis c'est nimp, mais du coup ça veut dire quand même que vous êtes proches les uns des autres. Est-ce que t'es soutenu? Comment toi tu le vis personnellement de ton côté, cet éloignement des terrains? Comment tu l'as vis cette période-là? Bah, comme tout footballeur, après, c'était ma première blessure, ouais. Donc, ouais, en fait, c'était à Liverpool, donc tour préliminaire, hein, Liverpool. Et quoi, allez, 1 minute à jouer, hein. Je fais un dernier débordement et là, tu as Gallagher qui arrive et me met un tacle. Mais anodin, quoi. Et en fait, Ouais. mon cou, il reste bloqué sous le sien. Et là, je me fracture les sésamoïdes. Donc, c'est un os qui fait un peu la poulie avec le gros doigt de pied, là. Et si tu veux, donc je me fais opérer normalement et tout se passe bien. Je vais à Cap-Breton faire ma prépa pendant un mois. Je me prépare et je reviens à Toulouse. Et 2 jours après, je ressens une douleur mais incroyable. Et en fait, je me suis tapé une infection par-dessus. Ok. Où j'ai dû me Ok. faire repérer, tout nettoyer. Et en fait, c'est là où il y a eu le problème, quoi. Et j'ai jamais retrouvé ma sensation au niveau de mon pied, quoi. J'ai eu un blocage et puis, ouais, et puis j'ai joué toute ma carrière avec ça, quoi, au final. Ah ouais, donc elle est pas si bien soignée que ça, cette blessure. C'est-à-dire que c'est pas forcément la faute des docs ou quoi, mais il y a une infection qui fait que derrière ça t'handicape toute ta carrière. C'est ça. Ça m'a handicapé. Voilà, j'ai jamais joué à 100% de ma capacité. En fait, ça m'a changé tout mon appui. Ouais. Et puis j'ai joué avec cette douleur pendant je sais plus combien d'années. Et puis du coup, ben, derrière, tu as des problèmes au tendon d'Achille, tu as des problèmes au mollet. Et Ouais. puis, je- depuis cette blessure, en fait, j'ai jamais été à 100% de mes moyens. À quel point ça handicape ça? Parce que tu sais, on entend cette phrase un peu commune de ah, les joueurs, ils jouent toujours avec des douleurs. Et c'est vrai, c'est rare d'être vraiment à 100%. Mais là, quand on a une douleur sur du long terme comme ça, est-ce que tu penses que ça a joué un rôle sur, et encore une fois, hein, toute proportion gardée, parce que comme tu l'as dit, ta carrière, elle est bien remplie, meilleur club d'Europe, etc. Mais est-ce que tu crois que ça joue un rôle sur les performances et le niveau que tu peux atteindre qui aurait été vraiment ton plus haut niveau? Après, quand on y repense, ouais, par rapport à la carrière, bon, les gens ne le voient pas forcément, hein. Mais moi, derrière, voilà, j'ai kiné à la maison. Enfin, Ouais. je mets 2, 3 jours à récupérer. C'est des douleurs chroniques. Enfin, c'est dur, hein, après, hein. Ouais. Ouais. Après, je peux dire, voilà, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ouais, vous avez plein de kinés, vous avez machin, ceci. Mais moi, en fait, là, on peut regarder mon pied, on peut rien faire, en fait. Le pied est Ok. bloqué. Voilà, mon doigt de pied est bloqué. Enfin, j'ai plus la mobilité à 100%, quoi. C'est incroyable, c'est un détail, tu vois ça, si on t'a pas en interview, on le sait pas. Vraiment, ça, c'est sûr. Mais après, voilà, moi, comme la plupart des joueurs, ouais, enfin, moi, perso, enfin, je me plains. Enfin, je suis pas là pour me plaindre. Enfin, je me plains Ouais, pas, bien quoi. sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est important de l'avoir l'information. Euh, Comme je t'ai dit, on va passer rapidement sur ta période France parce qu'il y a énormément à voir derrière. Mais au moment de prendre la décision de partir, déjà, première question, quand est-ce qu'elle vient, cette décision de départ? Est-ce qu'elle est générée par les offres qu'il y a? Est-ce que c'est un accord avec le club sur le projet long terme, entre guillemets, ton développement et ce qui était déjà acté au moment où tu signes? Ou est-ce que toi, il y a un ras-le-bol particulier du niveau Ligue 1, etc. Quand je pars en Espagne, Ouais. ben, en fait, non, ça se fait comme ça naturellement. Après, il y a eu l'épisode où je dois partir à Bordeaux. Voilà, le président, à l'époque, Sadran, n'a pas voulu que j'y aille. Et je lui dis, bah, écoute, bah, je vais honorer ma dernière année de contrat, il n'y a aucun souci. Mais voilà, sache que moi, je renouvelle pas derrière et puis je partirai comme ça.
je partirai libre. Et puis voilà, il a dit OK, y a pas de problème. Et puis j'ai honoré ma saison. Je me suis donné toujours à 100% dans tous les clubs que j'ai fait. Puis après, bah, je suis parti, hein. À Bordeaux, tu mets du temps à digérer cette histoire? Non, bah, franchement, non. Après, j'ai parlé avec Alain Casanova qui avait repris l'équipe. Il m'a laissé un peu de temps. Je dis, bah, écoute, voilà, ça s'est pas fait. Maintenant, je suis là avec vous. Bah, je vais me donner à 100%, il y a aucun problème. Sachez qu'après, moi, à la fin de saison, je pars. C'est pas la peine de venir me parler dans le bureau, de re-signer ou quoi que ce soit. Je dis, moi, ma décision, elle sera déjà prise. Je vais partir ailleurs. Et puis, mais je savais pas que c'était Valence, hein, à la base, hein. Ouais. C'était toujours Bordeaux parce que Laurent Blanc devait y être. Il m'avait appelé et puis du coup, ça s'était pas fait Ouais. parce qu'il avait repris l'équipe de France. Voilà. Ça aurait pu bien se passer à Bordeaux. Je t'avoue que je t'imagine bien dans un club comme celui de Bordeaux. Mais à la rigueur, c'est Valence finalement, on va pas se plaindre parce que ça se passe plutôt bien là-bas. Ouais. Euh, Justement, les clubs, au moment de ton départ à Valence, y a qui comme possibilité concrète qui avance vraiment? Concrète, donc bah, il y a Bordeaux. Ouais. Bon, ouais, il y avait Bordeaux, je t'ai dit, avec Laurent Blanc. Ouais. Euh, je devais partir peut-être au Genoa en Italie. Et ton choix, tu le fais. Ton choix, alors il y a Bordeaux certes, mais ton choix, tu le fais comment entre les deux? Bon, en fait, le premier choix, c'est Bordeaux parce que Laurent Blanc m'appelle, il me dit, oui, c'est bon, on va te faire, tu vas venir, tout ça. Et puis, moi, je voyais un plus au niveau, enfin, un palier un peu plus haut Ouais. que tout. Du coup. Et du coup, au dernier moment, je crois, à une semaine ou je sais plus quoi, Laurent Blanc reprend l'équipe de France. Et au dernier moment, 2 jours après, il y a un agent qui m'appelle, il me dit, écoute, il y a Valence qui te veut. Et puis en fait, ça s'est fait comme ça. Valence, j'ai un peu de mal à. Déjà, à Dune, à l'époque, on n'a pas autant de vues comme aujourd'hui. C'est pour ça que je demande à tout le monde à chaque fois qu'il y a des interviews, surtout avec des anciens joueurs, bah, de se remettre dans les conditions de l'époque. On n'a pas une vue aussi transparente sur ce qui peut se passer dans les clubs, sur votre quotidien, sur tout ça. Euh, mais parle-moi un petit peu de l'arrivée là-bas, parce que il y a une performance, quand tu regardes la fin de la saison, finalement, bah, il y a trop rien à dire. Très grosse saison, c'est bien passé, etc. Mais quand j'ai préparé l'interview, je tombe sur des articles où on dit que de toi que ça commence difficilement à Valence, que l'adaptation elle est pas simple, alors qu'en fait quand tu regardes les statistiques et le déroulé de la saison, bah je crois que tu n'es pas titulaire que sur les 2 ou 3 premiers matchs. Après ça déroule. Donc dis-moi un peu, parce que moi à l'époque je me contente de la presse et aujourd'hui quand je regarde les articles, bah ils disent que c'est pas top sur tes premiers mois, sur le mois d'août. Toi, tu le vis comment l'adaptation dans un nouveau pays? Tu me parlais de quitter le foyer. Là, c'est encore plus loin. Comment tu vis ça? Bah ouais, c'est comme tout, la première, un peu comme la première année de Toulouse, mais là en moindre, hein, ouais, j'ai mis peut-être un ou 2 mois à m'adapter. Bah, nouvelle langue, nouvelle vie, voilà, enfin, fallait tout vite apprendre, hein. Donc j'ai fait 6 mois de cours avec un prof, après je dis stop parce que au début bah, j'ai appris les termes footballistiques, voilà, hein, classiques. Et puis voilà, le temps de m'adapter aussi à l'équipe. Et puis, Ouais. c'est vrai qu'au début, bah, je suis remplaçant. Il met un Bruno, je sais plus comment, et puis il le met. En fait, c'est un arrière latéral droit qui met à gauche. Donc voilà, il avait Mhm. plus, un peu plus confiance en lui, entre guillemets. Puis c'était le temps que je m'adapte. Mais après, c'est vrai que dès qu'il m'a lancé, j'ai fait mon match. Je crois que c'était contre. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'était contre Séville. Je crois qu'il met remplaçant et il me fait rentrer à la mi-temps. Ouais. Du coup, j'ai un gros match. Je fais une grosse deuxième mi-temps. Et après, bah ouais, je suis plus sorti de l'équipe aussi, quoi. Parce que tu dis, il y a Bruno, effectivement, c'est Bruno Saltor qui est à la base latéral droit et qui est mis à gauche. Et il y a une déclaration où tu dis que, sans être agressif ou quoi, mais t'expliques qu'effectivement, on peut pas être heureux quand on voit un latéral droit prendre sa place à gauche, c'est que forcément, il y a des choses qui vont pas. Et sur le mois d'août, tu dis ça, et après, comme tu dis, ça enchaîne. L'adaptation dont tu parles, je sais qu'Unai Emery, on l'a vu, on l'a découvert beaucoup en France quand il est passé au Paris Saint-Germain, mais entre-temps, enfin, d'après, il a été à Arsenal. Aujourd'hui, il est en train de briller à Aston Villa. Mais on a découvert, nous, un coach avec une approche très précise de ce qu'il veut sur un terrain, de ce qu'il demande à ses joueurs, etc. Et que
faut vraiment rentrer dans ses plans et dans ses consignes parce que sinon ça devient vite compliqué. Il y a ça aussi qui joue dans l'adaptation. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que tactiquement, j'étais pas au point en fait. C'est juste ça, hein. C'est que tactiquement, je faisais pas au début ce qu'ils demandaient. Donc après, c'est vrai qu'à Toulouse, enfin, tactiquement, on travaillait pas forcément comme un peu comme les Italiens ou les trucs comme ça. Ouais. Mais voilà, c'était juste ça en fait. C'était juste le temps que tactiquement je rentre dans le moule. Et puis voilà, puis après, ben, ça enchaînait, tout simplement, hein. Qu'est-ce qu'il te demande sans indiscrétion? Qu'est-ce qu'il te demande que tu n'arrives pas à réaliser? Des petits trucs. C'est quoi? C'est du placement? C'est. Voilà, c'est le placement, comment se placer, juste au niveau du pressing, quand le ballon est comme ça, enfin, quand le joueur est de dos, pour remonter la ligne, être bien à 4, tu vois. Des fois, Ok. je traînais un petit peu au début, puis après, voilà. C'est juste un petit point tactique, quoi. C'est pas méchant. Au début de l'interview, tu me dis que tu es formé en 6. Ouais. Finalement, nous, le grand public, on te découvre milieu gauche. Ouais. Après, au plus haut niveau, tu es arrière gauche. Finalement, au Barça, tu es défenseur central. Quand tu me parles des problèmes tactiques à ce moment-là, on va mettre de côté l'après et Barça, etc. Mais à ce moment-là, est-ce que cette polyvalence-là, elle joue contre toi? Est-ce que justement les concepts tactiques et tout font que tu mets un peu plus de temps à t'adapter que d'autres? Bah, disons que tu te poses la question, Ouais, que ouais, c'est dommage que j'ai pas fait qu'un seul poste, mais après, ça m'a servi. Bah, à faire tout, hein, même à Barcelone, hein, j'ai joué un peu aussi ailier sur quelques matchs, latéral. Mais c'est vrai que ça aide, oui et non, quoi. Parce que c'est vrai que tu peux jouer dans tous les postes. Quand il y a un blessé, bah, tu peux ouais. remplacer quelqu'un d'autre. Mais après, central, ça s'est joué sur un détail, en fait, où j'ai joué à ce poste, quoi. Mais à la base, j'aurais jamais dû jouer là. Si notre central à l'époque n'aurait pas été blessé et suspendu. Et après, on va revenir dans le détail, mais ça devient même un poste Ouais, que tu revendiques. Donc, c'est que tu es un peu tombé amoureux de ce poste-là. Tout à l'heure, quand tu me dis, bon, en France, on joue beaucoup sur la tactique, et tu me parlais de n'importe quoi dans le vestiaire de Toulouse, avec des Gignac, avec des talents qui étaient là, hein, franchement, au niveau, qui ont pété après autre part. Mais quand tu arrives à Valence, David Villa, David Silva, Banega, Joaquin, Mata, si Toulouse c'était n'importe quoi, là c'est le gros bordel. Comment ça se passe dans ce vestiaire-là? Est-ce que dans l'adaptation, tu m'as parlé de la tactique, mais techniquement, quand on passe de la Ligue 1 à non seulement la Liga, qui est réputée pour sa tactique, mais surtout cette équipe-là, précisément, avec un haut niveau technique, euh, tu galères ou t'es vite au niveau? Ouais, on va dire tu galères peut-être 2, 3 entraînements, mais en fait, ça va tellement vite. C'est tellement précis dans les contrôles, tout ça, que tu te mets vite au niveau sans même travailler. Voilà. Ça vient naturellement, en fait. Ouais, C'est obligatoire. Et puis, c'est vrai que quand tu vois les noms qu'il y avait, c'est c'est vrai que ça fait rêver, hein. On faisait, pendant 3 ans, on fait Ligue des Champions, on termine troisième bah, derrière les deux cadors, hein. C'était ouais. compliqué. On était même au-dessus de l'Atlético de Madrid, hein, à l'époque, hein. Donc, on pouvait faire difficilement plus, en fait. Je pense que c'était super dur d'attraper Madrid, le Real et Barcelone. Même si sur un match, voilà, on les tenait à chaque fois, mais sur des petits détails, soit on faisait match nul ou on perdait, quoi. Mais on arrivait à les Ah, tenir. après, quand t'es troisième derrière ces deux cadors-là en Espagne, c'est un peu comme arriver deuxième derrière le Paris Saint-Germain aujourd'hui en Ligue 1. T'es un peu le champion du reste du championnat, entre guillemets. Donc, être la troisième meilleure équipe d'Espagne, c'est quand même costaud. Elle intervient là déjà la première question équipe de France. Quand tu es titulaire, même si, remettons dans le contexte, il y a une blessure sur la deuxième partie de saison qui te fait du mal, de février jusqu'à la fin de saison, tu as une blessure au mollet, si je dis pas de bêtises, qui t'handicape vachement. Euh, Quand tu rejoins Valence, il y a l'étiquette équipe de France dans ta tête, il y a l'objectif équipe de France dans ta tête, ou tu le mets de côté, tu penses pas. Bah, franchement, c'est pas un truc que je pensais. Bah, moi, je remets aussi le contexte. Moi, je suis pas comme tous les joueurs, entre guillemets. Moi, mon ambition, c'était de devenir professionnel, en fait. J'avais pas d'ambition à gagner le Ballon d'Or, ouais, Ouais, moi, Ligue des Champions, machin. En fait, c'est venu progressivement.
quand tu sens que tu peux toucher à ça, tu te dis, ah ouais, tiens, je vais essayer, tu vois, je vais tout donner. C'est à ce moment-là que je. Après, Valence, pas spécialement, mais c'est quand après on vient de titiller à l'oreille, ouais, putain, t'as le niveau, machin, voilà, ça serait beau que tu mérites d'y être. Puis bah, tu dis, bah, je vais essayer de continuer à être à ce niveau et puis faire plus pour y être. Et au final, ça vient naturellement, je trouve, mais tardivement, ouais. Il y a quand même sur ta première saison, troisième du championnat, on l'a dit, Mhm. quart d'Europa League. Donc déjà, on commence à poser de bonnes bases pour la suite parce que c'est le début d'un cycle. Cette arrivée-là, c'est un début d'un cycle pour toi, mais c'est aussi un début d'un cycle pour Valence. On sent qu'Emery, il est là pour faire du bon boulot et sur un temps assez conséquent. Qu'est-ce qu'il a manqué sur cette saison pour aller chercher, on va dire, le dernier carré de l'Europa League? Qu'est-ce qu'il a manqué ou même pourquoi pas aller chercher une coupe nationale? Qu'est-ce qu'il a manqué? Bon, après, comme dans tout match de foot, un peu le facteur chance aussi. Parce que la qualité, elle est là, la qualité en vrai. Elle est là, le niveau était là, mais après, voilà, enfin, je me souviens plus non plus des matchs où on se fait éliminer, mais ça s'est joué sûrement sur un petit détail qui fait Ouais. que. Mais bon, Je te pose la question parce que j'ai pas envie de le faire sur chaque saison et j'ai pas envie qu'on revienne dans le détail de chaque saison dans cet échange. Mais moi, en fait, quand j'ai retracé ton parcours, j'ai vu tout le temps aller crescendo. J'ai jamais vu de moment où tu stagnes ou même le moment où ton équipe stagne. Il y a toujours une évolution positive. On dit troisième de de Liga sur ta première saison. Ensuite, rebelote. Et quart de Champions. Cette fois-ci, c'est pas Europa League, c'est quart de Champions. Si je dis pas de bêtises, c'est Charles qui me semble qui vous élimine cette année-là. Quand on a tout ça, alors tu me dis, ouais, c'est vrai, on te le titille à l'oreille, équipe de France. Mais je t'avoue, alors aujourd'hui, peut-être que ça va encore plus vite, mais t'es dans la troisième meilleure équipe de Liga, t'es titulaire. La première année, on l'a dit, il y a cette blessure qui t'embête. Mais finalement, bah, l'année d'après, tu fais toute la saison sans souci et les principes d'Emery, ils sont clairement assimilés. Tu as la visibilité championnat, mais aussi Ligue des Champions. Quand tu arrives jusqu'en quart, bah, tu es dans les 8 meilleures équipes, 16 meilleures équipes, on va dire, d'Europe. Ah, Jérémy, difficile de pas aller taper vraiment avec insistance à la porte de l'équipe de France. Est-ce que, au-delà de pas y arriver, parce qu'il y a il y a le coach qui fait ses choix, mais est-ce que tu as un échange? Est-ce que tu as des explications, un rapport qui se met en place? non, non, j'ai aucun échange. Après, là où je me pose la question, c'est peut-être parce que je me suis pas assez montré, peut-être dans la presse. Voilà, je suis pas un mec qui va se vendre et qui a une grande gueule, quoi. Donc, est-ce que ça va. Voilà, je suis assez timide, assez réservé. Est-ce que ça a déjoué en ma faveur? Voilà, c'est comme ça. Sûrement, hein, sûrement, hein, peut-être que j'aurais dû me montrer un peu plus, taper à la porte. Je dirais, je suis là, quoi. Ouais. Je dis, je suis là, je suis dans une grosse équipe. Peut-être, hein, j'aurais dû faire un truc, hein, mais voilà, c'est pas mon genre. Voilà, si les choses devaient se faire, pour moi, ça doit se faire naturellement, quoi. Derrière, je l'ai dit, ça stagne pas, ça continue d'avancer. Il y a encore une demi-finale sur l'année d'après, demi-finale d'Europa League face à l'Atlético. Séville, on perd, ouais, c'est Séville, on perd 2-0 chez eux. Ouais. Et à un moment donné, on gagne 3-0 et je marque le troisième but. Oui, effectivement, tu as raison. C'est toi qui as raison, effectivement. Il reste une minute de jeu, il y a une touche vers le point de corner et là, il marque. Et tout s'écroule, en fait. À la dernière seconde, on se prend ce but et puis voilà. Mais bon, comme je dis, c'est le destin. C'est le foot. Le foot, ça fait ça aussi. Le foot, ça fait ça aussi. Tu me dis que tu te montrais pas assez pour l'équipe de France. C'est encore une saison où bah, faut fermer les yeux pour pas te voir, mais est-ce que tu estimes que ta cote de popularité et l'appréciation de ton niveau était plus juste en Espagne qu'en France ou pas? Bon, après, chacun a son opinion, hein, voilà. Chacun a son opinion. Bon, il y en a qui aiment mon jeu et il y en a qui aiment pas. Après, je sais pas. Après, c'est pas ces choses-là. C'est peut-être pas à moi d'y répondre. Il faudrait demander aux entraîneurs à l'époque, hein. J'aimerais que tu me parles de Naïmri parce que ton évolution avec lui, elle est flagrante. On voit chaque année que tu es encore de plus en plus costaud, que tu es de plus en plus, on va dire, incontournable dans cette équipe-là. D'ailleurs, ça va aboutir à ta dernière saison, même être capitaine de ce club. Donc, bravo. Ça montre aussi le chemin parcouru. Au moment où il s'en va, on est, je crois, 2013. Je suis arrivé en 2009, 2010. Ouais, c'est ça. Ouais, 2013, il part au Spartak. Ouais. Quand il y a son départ, toi, tu te poses la question du tien, potentiellement ou pas? Non.
À aucun moment, parce que dans ce club, je me suis senti tellement bien, Ouais. dedans et dehors, c'est que voilà, j'aurais pu rester 9-10 ans. Enfin, ça aurait été la même chose. Après, si tu me poses la question, je reviendrai au détail pourquoi je suis parti à Barcelone. Mais Ouais. j'aurais pu rester à Valence, quoi, pendant toute la fin de ma carrière. Tellement on était bien avec ma famille et tout, que voilà, c'est un des clubs où je me suis senti le mieux, quoi. Alors, je parle du départ d'Unai Emery parce qu'après, je trouve qu'il commence à avoir un petit peu de friction sur la ligne. Ouais. Bah, après, en termes de. Non, enfin, avec les entraîneurs, ouais. Pas en termes de performance. En termes Non, de pas performance, en c'était termes plutôt de bien. Y performance, a pas de je souci. veux toujours, mais après, c'était la valse des entraîneurs et la valse des présidents. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup bougé dans la direction. Ça a beaucoup bougé. Unai Emery s'en va. Si je dis pas de bêtises, c'est Pellegrino, notamment, Ouais, avec qui il y a un souci parce que alors déjà il y a un match où t'es pas dans l'effectif où au départ je comprends pas. Dans toute la série au départ il y a un match où t'es pas dans l'effectif et je comprends pas parce que quand on s'est imposé à ce point-là comme étant un titulaire indiscutable à Valence, c'est difficile de changer les choses. Mais éclaire-moi un peu sur ce qui se passe sur cette saison. Parce que comme tu dis, valse des entraîneurs. Il y a Pellegrino qui vient, qui prend la suite. Derrière, il y a un intérim qui se met en place pendant quelques matchs. Mais derrière, après, c'est Ernesto Valverde qui prend la suite. Mais ouais. cette saison, c'est une charnière quand même. Elle est un peu charnière par rapport à ton histoire avec Valence. Alors dis-moi, le rapport avec le départ d'Emery et l'arrivée du nouveau coach, ça se fait comment en interne? Comment tu le vis? Bah, disons qu'après, bah oui, il y a eu beaucoup de départs de part et d'autre, surtout, enfin, les gros joueurs sont tous partis, donc bah, on savait que ça allait être une année assez difficile. Et puis, il y a ce coach qui arrive, et c'est un ancien défenseur. Donc, et après, en fait, je prenais un peu plus d'expérience quand même. Et il voulait que je joue d'une certaine façon, enfin, et moi que j'aimais pas du tout. Et c'est pour ça que ça a pas matché, quoi. Je disais non, moi je peux pas jouer comme ça. Après, ces entraînements, ils étaient nuls. Franchement, t'avais pas envie d'aller t'entraîner, hein. Franchement, des fois, ces entraînements, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'était quoi? C'était beaucoup de parlotte? C'était quoi? Non, bah, c'était même pas de la parole, c'était des jeux, des fois, où ils mettaient deux buts comme ça. C'est sur tout le terrain, tu devais jouer à l'inverse d'un terrain normal. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Ok. Mais voilà, puis ça a pas matché, c'est tout, hein, mais pas qu'avec moi, hein. Donc, puis bah, quand c'est comme ça, généralement, tu sais, les joueurs ont un peu le pouvoir quand même, hein. Donc, Ouais. et Ouais. quand ça veut pas, ça veut pas. Si on veut pas ce coach, à un moment donné, ben, tu laisses un peu les résultats filer. Et puis voilà, après, on sait que généralement, c'est malheureux à dire, hein, mais quand on n'est pas derrière un entraîneur, nous, les joueurs, on le lâche. Et puis au final, ben, c'est l'entraîneur qui se fait virer, hein. Le club peut pas virer tous les joueurs. Mais quand même, t'es un peu mis pas au Bah ouais, placard, je vais pas dire au placard, mais il y a quand même un gros conflit où t'es plus là. ouais, Euh, Ernesto Valverde prend la suite derrière, il arrive en décembre, parce que comme tu dis, les résultats sont pas là. Ernesto ouais. Valverde le remplace, il arrive en décembre, mais finalement, même de décembre jusqu'à février, tu retrouves toujours pas les terrains. À son arrivée, Valverde, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reprend simplement ce qui est là en essayant d'inculquer sa touche à lui? Ou est-ce qu'avec lui aussi, il y a des soucis au démarrage? Non, est-ce que... ouais, j'aurais une petite anecdote à Barcelone avec lui. Non, est-ce qu'il a écouté un peu la direction de, voilà, ce joueur est comme ça, et au final, après, il a appris à me connaître, et il a vu comment j'étais, en fait. Ouais. Et au final, il a vu que j'étais un mec simple, bosseur, et que je voulais jouer et gagner, quoi. Moi, moi, je veux à tout prix gagner, quoi qu'il arrive. Donc voilà, il a vu le joueur et l'homme que j'étais. Et en fait, après, ça s'est super bien passé avec lui, quoi. D'accord. C'était top, même. Bah, en tout cas, les résultats disent que oui, parce que finalement, Ouais, non, il redresse complètement la barre. c'était top jusqu'à la fin. Puis après, au bout de 6 mois avec lui, ben pareil, il a dit non, je préfère partir du club parce qu'il est instable, surtout Ouais. au-dessus, quoi. En termes de président, c'était un club, ouais, c'était devenu un club instable, en fait. Et en fait, il le sentait pas et c'est pour ça qu'il part. C'est pour ça il a fait que 6 mois. Et toi, toujours, malgré cette instabilité, etc., et même les bons coachs qui viennent, qui veulent pas rester, ça te vient pas à l'esprit de partir? Non, parce que je te dis, je me sentais tellement bien dans ce club. Après, comme tu dis, à la fin, je suis capitaine. Et puis voilà,
Pour moi, c'était entre guillemets, mon club, en fait. Ouais. Même quand le bateau tangue, tu restes. Voilà. Ok. Alors en parlant des coachs avec qui il y a un souci, il y a aussi un autre petit souci qui vient au début de la saison suivante, où là, alors toi, certes, t'as pas envie de partir, mais il y a des joueurs qui expriment même ouvertement, et je pense même notamment à mon ami Adil Rami, qui dit qu'il veut quitter le club, mais il n'est pas le seul. Mais lui, notamment, dit qu'il veut quitter le club et qu'il veut passer à l'étape supérieure. Mhm. Ça se fait pas comme ça. Il part pas, il reste. Toi, sur ce moment-là, t'es pas content de la situation parce que t'es pas utilisé au poste où tu veux. T'es même, je crois qu'il y a un match aussi où t'es même pas, où t'es pas titulaire, tu joues pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a l'impression que c'est le fouillis. Est-ce que c'est la suite de ce que tu me dis là, d'un club instable où du coup ça s'enchaîne et il n'y a plus trop de règles vraiment mises en place? Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Je vais être précis avec les gens qui nous écoutent parce que faut remettre le contexte. On est sur la saison 2013-2014. Ouais. On l'a dit, Ernesto Valverde est parti, malgré des bons résultats. Donc il y a la frustration parce que je crois que tout le monde s'attendait pas à le voir partir, mais il s'en va. Et derrière, il y a. Ah, j'ai plus son nom. Djukic, Le pitch, ouais. qui prend la suite en tant qu'entraîneur et qui essaye de mettre en place ce qu'il veut. Adil Rami dit qu'il veut partir, finalement ça se fait pas et il reste titulaire en charnière centrale au club. Et là, alors l'anecdote, il faut que tu me l'expliques parce que en plus de ça, moi de l'extérieur, comme tu dis, t'es pas quelqu'un qui parle beaucoup, t'es quelqu'un qu'on a l'impression, même là quand j'entends ton timbre de voix, ta façon de t'exprimer, quelqu'un de très posé. Et Ouais. pourtant, il y a pas mal d'articles qui expliquent que certes, t'es très cool, mais que quand ça va pas, tu peux dégoupiller un petit peu et dire très clairement ce qui va pas. Cet exemple-là le montre. Ouais. En début de saison, au mois d'août, t'exprimes le fait que bah, y a des joueurs qui voulaient partir, qui sont là, qui jouent, que toi, tu t'es affirmé, tu as toujours été là pour le club et on te met pas à ton poste préférentiel, et que soit tu joues, c'est en conférence de presse tout ça, soit tu joues dans l'axe et on exprime ton projet, soit tu vas regarder ce qui se passe ailleurs. Mhm. À la suite de ça, il y a une excuse. Alors tu me diras les dessous de tout ça. Il y a des excuses qui sont présentées sur le site officiel du club de ta part, auprès de tes dirigeants, auprès des supporters, auprès des coéquipiers. Explique-moi, maintenant que j'ai posé le contexte, explique-moi exactement ce qui se passe autour de cet épisode, s'il te plaît. Bah, en fait, ce qui se passe, ouais, c'est que moi, déjà, là-bas, je comprenais pas pourquoi on me mettait au placard alors que enfin, j'ai tout donné hein, pour le club. Enfin, voilà, j'ai jamais rien lâché, même si bah, c'était instable dans tous les sens. Hein. Je pense que c'est pour ça que, en termes de résultats, c'était compliqué. Et puis, en fait, l'histoire, c'est qu'Adil, on était en chambre ensemble, tout ça. Donc, le mec, enfin, après, on avait discuté, il n'y a pas de souci, tu vois. En fait, il est à côté de moi, il se plaint du truc, mais lui, il joue, tu vois. En fait, moi, à côté, en silence, tu vois, je dis, putain, tu te plains, mais tu joues, tu vois. Donc, enfin, pour moi, te plains pas. Moi, je pourrais me plaindre, tu vois. Hmm. Mais ça, tu vois, je lui dis pas au début. Parce que, voilà, c'est un compatriote français, tu vois, je veux pas lui en mettre plein la gueule non plus. En plus, tu viens d'arriver. Moi, ça faisait plus de 4 ans que j'étais là. Puis voilà, mais c'est vrai qu'à la presse, voilà, enfin, j'ai découpillé et puis j'ai dit ce que je pensais, quoi. Il y en a qui sont là, qui se plaignent, alors qu'ils viennent d'arriver, ils jouent. Et moi, ça fait 4 ans, et moi, je suis tout petit peu au placard là. Pour moi, c'est une situation très difficile, quoi. Ouais. Surtout que je comprends pas. Donc voilà, mais bon, c'est une petite anecdote comme ça, c'était pas méchant. Hein. Et puis après, enfin, moi, je voulais toujours pas partir, mais c'est vrai que Djukic, c'est la même chose. Hein. C'était un coach catastrophique. C'était Il fait pas long je feu crois non que plus. c'était encore plus nul que Pellegrino, quoi. Franchement. Ah ouais. Pourtant, moi, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière des entraîneurs. Des fois, tu te dis, c'est pas les joueurs, anciens joueurs, c'est pas forcément les meilleurs entraîneurs, tu vois. Non, non. Bon, on le voit même dans les résultats, c'est le cas, c'est pas toujours les meilleurs. Qu'est-ce qu'il essaye de mettre en place? Qu'est-ce qu'il t'explique? Pourquoi est-ce que toi, qui es un des piliers de ce club à ce moment-là, comment est-ce qu'il explique qu'il te met de côté? C'est quoi l'échange avec lui? Aucun échange, franchement. Après, là-dessus, je rejoins un peu Adil. Hein. Il y a pas de... Lui, il parlait même pas, il s'en foutait, il faisait son truc. Et puis, ouais, il y a rien qui fonctionnait. De toute façon, il n'y a aucun joueur qui l'écoutait. C'était le néant, en fait. Lui, Ouais, je crois que c'était le pire du pire. Voilà, sans être méchant, il faut dire ce qui est, nous aussi, hein, à un moment donné.
Et puis, bah, comme je l'ai dit avec Pellegrino, quand les joueurs ne veulent pas, ben voilà. Ouais, il a Ouais. fait 6 mois et puis basta, quoi. Comme je l'ai dit à la suite de ta déclaration en conférence de presse, qui est dans le monde du foot une sacrée déclaration, il y a des excuses qui viennent. Les excuses, elles viennent de ton chef à toi parce que tu te dis j'ai été virulent, faut que je me reprenne, ou est-ce que c'est un coup de pression de la part du club? Oh non, non, à l'époque, on avait discuté avec mon agent, il me dit fais ça. Il me dit comme ça, tu vois, tu vas apaiser un peu le truc. Parce que c'est pas aux joueurs que j'en voulais le plus, tu vois. Donc, ni aux supporters, tu vois, ils aiment pas, des fois, ils aiment pas trop les gens, quoi. Il y en a un qui vient faire le fanfaron. Enfin, c'était vraiment pas pour ça, quoi. C'était vraiment pas méchant que ce que je voulais faire. Enfin, je m'excuse juste comme ça pour apaiser le truc, quoi. Mais si D'accord, j'aurais voulu, j'aurais rien fait, quoi. Mais c'était juste pour apaiser et puis dire que moi j'étais là, que je voulais toujours me donner à 100% pour ce club, quoi. ça marche. C'est la dernière saison que tu fais à Valence. C'est la dernière saison que tu fais à Valence et elle est importante. Comme je l'ai dit, tu es même capitaine de ce club-là. C'est dire. C'est dire parce qu'être un joueur étranger, devenir capitaine de cette équipe, c'est pas donné à tout le monde. Après cet épisode un peu bizarre avec Djukic, etc., est-ce que tu retrouves un semblant de sérénité, une clarté dans les ambitions dans ce club-là ou pas? Parce qu'on a l'impression dans tes performances, en tout cas, tu y es, tu es titulaire indiscutable, tu es dans l'axe, les performances du club commencent à remonter un peu. Est-ce qu'on retrouve un semblant de ce que tu as connu en arrivant ou on est à des années-lumière de ça encore? Bah, on y était loin, mais après, avec l'arrivée de Pizzi, là, Ouais. c'était à peu près la même chose que Valverde. On a retrouvé un élan magnifique. Lui, il a su trouver les mots. Enfin, voilà. Franchement, Pizzi, super entraîneur. Ouais, franchement, il a fait que 6 mois aussi, hein. Ouais. Mais je crois que c'est un des entraîneurs que j'ai kiffé, quoi. Et du coup, la même chose. Fin de saison, on part faire un stage, je sais plus où, en Chine ou je sais pas où, avec Villarreal. Et là, il nous dit la même chose. Il a dit, écoutez, c'est instable. Je dis, je suis désolé, je veux pas continuer. Enfin, après, en tant que joueur, tu dis, ouais, on va changer encore combien de fois? Tous les 6 mois, c'est bon, quoi. Franchement, ça devenait fatigant. Puis tu dis, voilà, c'est pas que les entraîneurs. Tu dis en haut, parce que moi, les trucs-là, je regarde pas forcément, tu vois. Je m'intéresse pas non plus à qui est président. Enfin, voilà, Ouais. c'est. Mais quand tu prends de l'expérience, après, bah, tu commences à connaître. Pas tu vas mettre ton nez un peu partout, mais tu te dis, oh, à un moment donné, tu vois, tu montes. Tu dis, oh, faut peut-être arrêter, quoi. Ouais. Enfin, c'est quand même Valence, quoi. Vous n'êtes pas n'importe qui. On commence à être la risée un peu de tout le monde. C'est la vache des entraîneurs, des présidents. Il y avait ce sentiment-là quand même, parce que là tu me dis la risée, c'est un mot fort. Il y avait ce sentiment un peu de honte par rapport à ce que le club est censé être et ce qu'il était en train de devenir. Bah, ça devenait du grand n'importe quoi. Et puis, bah, si tu regardes les années d'après, c'est quoi ça? Enfin, c'est toujours compliqué, là, Ouais. même à l'heure d'aujourd'hui, Valence, hein. Ouais. Et là, ça va un peu mieux parce que c'est Balaha qui a repris la tête de l'équipe, ancien vraiment joueur iconique de là-bas. Je pense que là, ça va un peu mieux. Mais si tu regardes sur les années d'après, Ouais, c'est clair. bah, C'est c'est clair. c'est pas ouf, hein. Voilà. Bon, alors il y a le départ de Pizzi du coup en fin de saison. Enfin, moitié entre fin de saison et début de la saison d'après, pendant l'été, après 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Parce que tu me l'as dit, au départ, tu veux pas partir. Tu veux pas Ouais. partir à Barcelone. Alors, il y a une anecdote, j'ai hâte que tu me la racontes parce que j'en ai entendu parler, j'ai hâte que tu me la racontes. Mais avant ça, avant que Barcelone t'approche, dans ton esprit, quand tu vois Pizzi partir, t'es comment toi? T'es toujours dans la même logique de c'est mon club, je me bats jusqu'au bout ou ça commence à bouger? Non, je suis toujours dans l'optique, c'est mon club, j'ai envie de rester, je suis capitaine, je suis bien, ma famille est bien. Mais voilà, il y a le mais qui fait que non, moi il faut un projet derrière. D'accord. Ouais, parce Ok. que ça commence à être fatigant quand même, au final. Moi, enfin, même si on n'était que troisième, on jouait quand même les premiers rôles, on se battait Ouais. les 3 premières années, donc j'avais envie de retrouver ça quand même. Au moins ça, quoi. Le départ d'Emery, est-ce qu'il est lié à ça? Est-ce que dans le départ d'Emery, est-ce qu'il y a cette notion de le club prend pas la direction que je veux, je pars avant que ça tourne au roussi ou pas du tout?
Bah, je pense que bah, le départ d'Emery a fait mal au club. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas su retrouver un coach comme lui ou à son niveau, quoi. Parce qu'il n'a pas un rôle de vrai manager comme on entend aujourd'hui à l'anglaise, tu sais, Emery. Et est-ce qu'il décidait de tout en interne sur l'aspect sportif ou est-ce qu'il était simplement coach Je sais pas, ça c'est pas un truc qui t'intéressait à l'époque? qui m'intéressait à l'époque. Je regardais pas. Après, ouais, je pense que quand même il avait. Mais après, ce qui a fait mal, c'est que il y avait des dettes. Ils ont dû vendre tous les meilleurs joueurs. Ils ont Ouais. construit un nouveau stade qui a jamais vu le jour, du coup. Et puis voilà, ça croulait sous les dettes. Et puis il Ouais. fallait. Voilà. Bon, alors, on le sait parce qu'on. Maintenant, on a la fin de l'histoire, mais on voit qu'il y a un départ à Barcelone. Est-ce qu'il y a des approches concrètes? Comment ça se passe? Comment ça se dessine ce transfert à Barcelone? Il y a d'autres clubs qui sont sur tes côtes ou pas? Non, 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 il y a que Barcelone. En fait, l'histoire, c'est on joue Valence-Celta Vigo à l'époque. Dernier match de championnat et l'entraîneur, ça va être l'entraîneur de Barcelone, en fait. Ouais. Et Papa. Luis Enrique, voilà. Luis Enrique, ouais. Bon. C'est chaud d'avoir ce trou de mémoire. De nous deux, l'avoir, c'est compliqué. Mais bref, ouais, il y a Luis Enrique qui va à Barcelone. Voilà, l'anecdote, c'est ça, c'est qu'on fait le dernier match, c'est Valence-Celta Vigo, Luis Enrique, coach de Celta, Mhm. et ami de Pizzi. Et voilà, donc là, en plus, je fais un gros match. Mhm. Et à la fin du match, Pizzi, il vient me voir et il me dit, écoute-moi, tu vas aller à Barcelone. Et je dis, attends, c'est pas, je dis, moi, j'ai pas trop envie d'aller là-bas pour l'instant. Et puis, pour l'instant, on m'a rien dit. Il me dit, Ouais. non, mais fais-moi confiance. Il me dit, écoute-moi. Il me dit, tu vas aller à Barcelone. Parce que le coach, là, c'est Luis Enrique, il va aller à Barcelone. Et et il te veut. Je dis, oh, bah, ok, il n'y a pas de problème, hein, on verra en temps voulu. Moi, voilà. Puis, bah, ça, du coup, il avait raison. Parce que, bah, après, Barcelone arrive. Et puis voilà. Ce qui est fou, c'est que toi, ta première réaction quand un coach te dit va à Barcelone, il y a le Ouais, coach qui te veut, tu dis non, on verra, c'est pas forcément dans mes plans, j'ai pas forcément envie d'aller là-bas. Je pense que 90% des joueurs de football, voire fans de football, on les met dans ce scénario-là, je crois que l'hésitation, elle dure pas très ouais, longtemps. je pense pas, ouais. Comment t'expliques ça, parce que t'es un peu atypique dans ta façon de raisonner quand même. Ouais. Bah, disons que je te dis, pour moi, Valence, c'était mon club. Ouais. Et moi, je fonctionne comme ça, la confiance aussi, le bien-être de ma famille. Et puis, voilà, j'avais 30 piges hein, aussi, hein, j'avais 30 ans. Ouais, ouais. Après, bah, tu te poses les questions. Donc, c'est la même chose. En fait, dans tous les clubs où j'ai fait le pour et le contre. Et puis, pour moi, Barcelone, j'avais plus de contre d'y aller. Après, dans C'est- ma tête, je me dis, j'ai 30 ans, je vais aller dans un gros club. Je me dis, j'ai pas un nom non plus, voilà, un renom, tu vois, spécialement fort. Et je me dis, est-ce que je vais jouer? Je dis, moi, je suis footballeur, c'est pour jouer au foot, quoi qu'il arrive, à n'importe quel niveau. Moi, je voulais jouer, c'est que ça. ouais. J'avais pas envie de cirer le banc, quoi. Dans n'importe quel club, c'est tout. En fait, ça s'est joué là-dessus. Je voulais pas cirer le banc. J'avais peur d'aller là-bas pour cirer le banc. Et j'avais une peur de ça, en fait. Donc toi, dans l'estimation de ton niveau, et on parle de défenseurs centraux, hein, on parle des défenseurs centraux, tu es quand même devenu une référence en Espagne à ce moment-là. Euh, Tu estimais que ton niveau n'était pas forcément à celui des mecs en place là-bas? Alors, c'est pas le niveau, hein. Je critique pas le niveau que. Non, je pense que j'avais le niveau. En fait, si tu veux, c'est par rapport à mon nom, tu vois. J'ai pas un grand nom comme les Piqué, tout ça. Tu vois, j'ai un Ouais, nom là. Parce que, comme tu dis, l'équipe de France sert à ça aussi, hein. Voilà, je me sentais pas à ce niveau-là, en fait, ouais. de renom. Pas le Ok. niveau. Le niveau footballistique, je l'avais. Il y a pas de. Pour moi, je l'avais, il n'y avait pas aucun souci. Je connaissais le championnat, tout ça, il n'y avait aucune. Voilà. Mais je me dis, putain, je vais me retrouver avec les Messi, les Xavi, les Iniesta. Tu vois, tu vois le genre. Je dis, Ouais, ah, je voilà, comprends. le petit Français, le petit Mathieu, elle est là, il dit, oh. Tu vois, je me suis dit, c'est juste ça qui me bloquait, hein, c'est pas rien Ok, d'autre. ok. Je t'avoue, hein, je comprends complètement l'approche, mais je suis sur les fesses d'entendre que, je crois que tu es le premier
que j'entends à me dire qu'il vibre pas forcément automatiquement quand on lui dit il y a Barcelone, il y a le coach de Barcelone qui te veut. C'est intéressant d'avoir ton idée sur ça parce que ça montre que tout le monde n'est pas pareil et que l'important pour toi c'était jouer. Donc faire le banc à Barcelone pour toi c'est moins valorisant que d'être titulaire et capitaine notamment de Valence. Donc ça je peux l'entendre carrément. Mais c'est bien à entendre. C'est incroyable. Et surtout la réflexion de je vais me retrouver avec les Messi, Piqué, tout ça. Moi je suis le petit français. C'est incroyable d'entendre ça. Mais merci pour la transparence. C'est cool. Ouais. Euh, Bon, du coup, parce qu'elle n'est pas terminée cette histoire. Elle n'est pas Ouais. terminée cette histoire. Donc, on te dit, on t'explique que Barcelone te veut. La suite, c'est quoi? La suite, c'est donc dans ma tête, si tu veux, moi je voulais pas y aller. Enfin, voilà, j'étais contre au départ d'y aller, hein. Même si Barcelone, ça fait rêver, il n'y a aucun souci. En fait, l'anecdote que je fais, c'est je reçois le contrat de Barcelone en mail et tout ça. Ce que je fais, ma femme était partie en vacances, donc je suis tout seul chez moi à Valence. Ce que je fais, je m'assieds, il était 3 heures du matin, 4 heures du matin. J'arrivais pas à Yes. dormir. De toute façon, Ouais. tous les cas, parce que je me disais, putain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je prends ce contrat, je dis, je prends un papier, un stylo, je mets ce que j'avais envie Mhm. sur ce papier, le montant, tout ça, et je vais voir le président de Valence. Et je dis, écoute, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur de pas jouer. Je dis, voilà, le contrat de Barcelone, et voilà ce que je veux. Tu vois la différence qui entre? Je pense que par rapport à ce que je gagne là sur le moment, je pense que je vous demande pas une petite augmentation. Et le pire, c'est que tu vas rigoler là, parce que moi, comme je ne cache rien, j'ai demandé 200 000 euros 200 000 euros de plus à l'année, hein, d'accord? Donc tu calcules, hein, tu divises par les 12 mois, donc c'est pas énorme Non. par rapport à mon contrat que j'avais actuel. Et il me dit, bah écoute, je réfléchis, et puis, et parce que entre-temps, c'est Peter Lim, je crois, qui devait venir. Il me dit, je réfléchis, et puis je te rappelle dans 2 heures. Je dis, ok, pas de problème. Il me rappelle. Et entre-temps, j'étais avec le directeur de Valence. Il me dit, t'inquiète, ouais, ça va le faire et tout. Et le président, il m'appelle, il me dit, ouais, je refuse. Et là, même le directeur, hein, t'aurais vu, là, il était même dégoûté presque. Il me dit, je refuse, on pourra pas te faire ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, écoute, ça fait 5 ans que je suis dans votre club, je me suis toujours battu, je suis capitaine, vous voulez Ouais. pas me donner 200 000 de plus par an? Et je dis, écoute, c'est que pour moi, dans ma tête, vous comptez pas sur moi, en fait. Je dis, écoute, comptez pas sur moi, ben, je pars à Barcelone. Je dis, tant pis. Non, Et je mais dis, c'est moi, lui. j'étais prêt à donner, pas ma vie, mais tu vois, j'étais à tout donner pour ce club. Et au final, en fait, je dis, on est des cobayes, quoi. Enfin, vous en foutez. Je dis, bon, bah, tant pis, vous comptez pas sur moi. Ben, je dis, bah, je pars. Je tente l'aventure, quand même. Tant pis. Et voilà pourquoi je suis parti, en fait. Mais c'est n'importe quoi. Voilà. Il aurait dit oui, bah, je serais resté. Non, mais on parle de capitaine de son club, on parle d'un joueur qui est Ouais. devenu emblématique de son équipe. Et c'est quoi, c'est 200 000 euros? Alors attends, parce que tu me dis, tu dis tout. Ouais. T'étais, quand tu demandes les 200 000 de plus, t'es loin en dessous de ce que te propose Barcelone? Je suis super loin. Je suis super loin. Allez, je vais te dire un exemple. Imagine, là, je peux pas tout dire non plus. Imagine, je gagnais 1 million par an, tu vois, à Valence, et je demande 1,2 million. Ouais. Et il me refuse. Et ben, je dis, bah voilà, je dis, bah non, bah, je pars, c'est pas grave, c'est pas, tant pis, je vais tenter l'aventure. Mais ce qui est fou, c'est que limite, c'est même pas limite, tu pars à contre-cœur au FC Barcelone. Mais c'est incroyable. Alors évidemment, quand je dis contre-cœur, attention, t'es pas en train de chialer parce que tu pars au FC Barcelone, Non, non. voilà, etc. Mais quand même, c'est-à-dire que c'est pas ton premier choix. Et ça, c'est lunaire, ça. Non, c'est pas après, je te dis, je pars avec la peur, en fait, c'est tout, hein, juste de cirer le banc, hein, c'est tout, hein. Et donc, du coup, même si t'as cette peur-là, t'y vas. T'essaies pas d'activer une autre piste, t'y vas. Ah non, je dis, j'y vais. De toute façon, j'avais que ça. Puis je dis, de toute façon, en plus, là, voilà, c'est qu'ils comptaient pas sur moi. Je dis encore, j'aurais demandé 2 millions de plus. Je dis pas, mais là, je dis, s'il te plaît, 200 000. Voilà, Ok, c'est pas lunaire. beaucoup. Lunaire. Bon, tant pis, Je c'est suis pas grave, choqué. tente l'aventure. Je suis choqué. Pour être transparent avec toi, j'avais des bribes de cette histoire. J'avais pas les détails. Et là, quand tu me parles de 200 000, c'est. Parce que quand j'avais vu que
il y avait cette histoire qui avait déjà circulé. Tu l'avais dit dans un média que tu avais Ouais, déjà fait j'avais ça. pas dit. Je, Après, je j'avais m'étais pas dit, dit bon. Deschamps, hein. Je m'étais dit, bon, bah vas-y, ça se trouve ce qu'on lui propose au Barça, c'est tellement lunaire qu'il a dû, ça se trouve, il a mis presque une fois et demi son salaire et derrière, ils ne sont pas alignés. Ouais, Mais là, on je parle de pars même rien. pas pour l'argent, hein. Tu sais que je pars même pas pour l'argent, parce qu'après, en plus, ce président-là, il me dit, il savait que Barcelone arrivait, ma clause était de 20 millions, on va dans le bureau, et puis on se serre la main, il me dit, tu sais, Barcelone, c'est la deuxième fois qu'ils viennent, s'il me dit, s'ils mettent 15 sur la table, tu y vas direct. Barcelone met 15, tu vois. Et il dit, non, moi je veux 20. Bah, je dis, en plus, on s'était serré la main une semaine avant. Et je dis, après, on va dans le bureau. Je dis, mais vous foutez de moi, en fait. Bah, tu me dis 15. Barcelone arrive avec 15 et là, tu veux plus. Il me dit, ouais, je veux les 20. Oh. Et du coup, bah, ça s'est fait que bah, moi, j'ai baissé mon salaire là-bas à Barcelone. Ils ont mis les 20 et puis voilà. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, c'est comme ça. T'as baissé ton salaire pour pouvoir rejoindre le Ouais, Barça. j'ai dit, écoutez, de toute façon, je dis, tellement il voulait pas, je dis, enfin, franchement, il s'est foutu de moi. Je dis, bah, je vais faire ça. Je lui dis, je vais baisser mon salaire à Barcelone. Et vous mettez les 20 et puis voilà. Oh, quelle histoire. Mm. Quelle histoire. Ok. Ouais, je comprends que tu veux partir. Même sur le plan humain, on a de l'argent sur le plan humain, Ouais, et c'est puis plus possible. moi, je ne même pas pour l'argent, mais bon, c'est comme ça. Enfin. Bon, allez, on ouvre le chapitre Barcelone. Il est chargé celui-là aussi, Matt Jérémy. Il est chargé celui-là. Il faut qu'on en parle. Alors, parle-moi. Alors, du coup, Luis Enrique te reçoit à Barcelone. Son discours vis-à-vis de toi, c'est quoi? Parce que je suppose que tu lui fais part un petit peu de tes doutes par rapport à ça, le temps de jeu, tout ça. Et qu'est-ce qu'il te dit? Alors pour lui, voilà, je partais après titulaire, c'était pour remplacer Puyol. Et puis il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas jouer, tu vas être dans une bonne équipe. Il me dit, voilà, tu connais le championnat. Il me dit, enfin, je t'ai déjà vu jouer maintes et maintes fois. Donc voilà, il me dit, j'ai aucun problème avec toi, il faut que tu viennes absolument. Puis il me dit, et puis tu vas jouer. Il me dit, c'est sûr et certain, à 100%. Donc tu vois, ça rassure, quoi, parce que je l'avais vu deux fois hors contexte, voilà. C'était lui, et puis voilà, donc il m'a mis en confiance, et puis je dis, bah voilà. Moi, j'étais bien, en fait, dans ma tête, hein. L'intégration à Barcelone, comment ça se passe? Je vais te poser pas mal de questions de ce type-là, parce que déjà, il y a ce que toi, tu as déjà laissé filtrer, on va en rediscuter ensemble, mais il y a aussi, quand tu fais le bilan, le fait que les joueurs français performants, pleinement acceptés, et qui décrivent leur aventure à Barcelone comme étant sans accroc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a Ouais. pas beaucoup. Alors, je vais essayer de comprendre avec toi, notamment, pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène-là. Dis-moi un peu comment ça se passe, l'intégration dans un club comme l'FC Barcelone, qui est un peu, je ne vais pas dire sectaire parce que c'est pas le terme, mais qui est familial sur certains points, qui est un peu fermé dans le côté Catalogne, etc. Comment ça se passe l'intégration? Bah, top, ah, bah, franchement, top. Après, j'ai pas eu d'accrochage, enfin, j'ai pas eu d'accro. Voilà, je connaissais le championnat, techniquement, j'étais à l'aise quand même. Euh, et ce qui m'a fait, à la fin, hein, je pense que, comme je te dis, le renom, je pense c'est ce qui a fait que, mais voilà, mais au début, les deux premières saisons, je jouais pas mal, hein, j'ai fait Oui. plus de la moitié des matchs, tout ça, et puis je pense qu'il y a eu ce petit déclic où, au début, c'est vrai que, comme tu dis, c'est familial, mais les Catalans et les Espagnols restent beaucoup ensemble, les Sud-Américains, tout ça, tu te retrouves au milieu de là-dedans, reste du monde. Et puis au début, je suis le seul Français. Et puis, mais ça s'est super bien passé. Et puis au bout de je sais plus combien de temps, je fais une petite interview comme ça. Et puis je dis un truc sur Piqué, tu vois. Je dis, ouais, il est un peu froid avec moi, tu vois. Pourtant, on joue ensemble. Voilà, sur le terrain, ça se passe bien, mais en dehors, tu vois, c'est pas. Puis du jour au lendemain, ça a changé, tu vois. Il commence à blaguer avec moi dans le vestiaire, faire des conneries, tu vois, enfin, plein de trucs comme ça, puis après vice-versa, puis après c'est super bien passé comme ça. Les Ok. autres ont commencé à m'intégrer aussi, puis voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement. Ah, parce que quand tu me dis l'anecdote de l'interview, je m'attends à ce qu'il te fasse la gueule, mais pas du tout. Au contraire, Ah non, ça. bah, en fait, au début, ouais, c'était comme ça. En fait, si tu veux, je venais, genre, même Mascherano, tout ça. En fait, si tu veux, au début, c'était pas top parce que, en fait, je venais prendre leur place, puisqu'au Ouais. début, je jouais et tout, donc je prenais la place. Ok. Euh, Tout simplement, c'est pour ça que c'était compliqué. Mais en fait, après, au fil de la saison, en fait, on tournait un peu les trois comme ça, plus un peu Bartra, mais c'était plus Mascherano, Piqué, moi, en fait, on tournait les trois comme ça. Et c'est ce qui a fait notre force, c'est ce qui a fonctionné, quoi. Ouais, parce que
Tout à l'heure, on a parlé de ton intégration à Valence où, effectivement, il faut se faire au principe d'Emery, etc. Ce de Luis Enrique, c'est le cas de le dire maintenant en France, on a appris à le pratiquer, le monsieur. Il n'est pas toujours facile à suivre. Mais c'est quand même aussi un peu atypique. Il a des demandes très précises, il a un comportement, une façon de penser aussi, de gérer le turnover assez précise aussi. Et tu es celui qui joue le plus de matchs sur la charnière centrale. Sur cette première saison, tu es celui qui joue le plus de matchs. T'as pas du tout ce même process d'adaptation que tu as pu avoir à Valence. Là, t'es plus du tout là-dedans. T'es très à l'aise avec ce qu'ils te demandent. Ouais, je suis à l'aise. Et en fait, là, t'as pas le choix. Ça passe ou ça casse. Donc, faut te mettre dans le moule direct parce que ça rigole. Enfin, c'est Barcelone. Ouais. Donc ça rigole plus, quoi. Donc là, c'est focus, concentré à 200%. Et puis voilà, faut faire les gros matchs. Et surtout que la plupart du temps, bah, t'es spectateur parce qu'on a tellement le ballon en possession que toi, forcément, bah, t'attends derrière. T'as un attaquant sur toi. Enfin, t'as les deux centraux et t'as l'attaquant. Et puis t'attends, quoi, parce que soit ça joue en contre ou ils te mettent les ballons derrière. Donc si t'es pas concentré, bah, t'es foutu, quoi. C'est que ça ton job, en fait. Il faut bien ressortir le ballon et être concentré à 100% quand il y a la contre-attaque ou le ballon qui te passe en l'air et il faut courir. C'est que ça, en fait. D'accord. Et, voilà, donc comme, euh, comme je suis assez, on va dire, à l'époque, hein, plus maintenant. Les personnes pensaient que j'étais lent, mais non, j'étais assez Non, rapide, t'étais rapide, ouais. donc j'étais à l'aise, quoi. L'adaptation de. Parce que t'arrives quand même pas dans n'importe quel Barcelone, c'est pas le Barcelone actuel, t'es quand même dans un Barcelone avec la MSN notamment. Mm. Euh, c'est simple, quand on est défenseur central, d'évoluer dans une équipe où il y a trois attaquants de ce niveau-là, donc qui font des différences quasiment. Enfin, c'est même pas quasiment, je crois que c'est la meilleure attaque. Je sais pas si c'est pas la meilleure attaque de tous les temps que j'ai vue. Parce que la BBC du Real Madrid, c'était quelque chose, hein. Mais Ouais, la MSN, ouais, c'était vraiment c'est au-dessus. bon. Ouais. Euh, du coup, ça fait quand même trois joueurs offensifs monopolisés par cet aspect-là et qui défendent quasiment pas. Parce que Messi, on va le dire, c'était pas le roi non plus du contre-pressing, etc. Ouais. Euh, c'est difficile ça, l'adaptation à ça, au-delà de l'aspect contre-attaque, ballon dans le dos. C'est difficile ou pas? Il y a une attitude à avoir? Non, parce qu'on sait pourquoi on se bat et pour qui. Donc, quand ça match, ben, ça va. Après, l'équilibre était là. Et Luis Enrique l'avait trouvé. C'était surtout avec Rakitic aussi, qui était du côté de Léo et qui faisait bien cette bascule et il avait 3-4 poumons. Donc, lui, voilà. Cet équilibre-là, voilà, il l'avait trouvé aussi avec les milieux de terrain et nous derrière. D'accord. Donc c'est pour ça que ça a fonctionné. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu Rakitic en milieu de terrain. Je pense que ça aurait été un peu plus compliqué parce que franchement, il faisait un boulot extraordinaire. Il courait de partout, il ramassait les ballons et puis après, Sous-côté voilà, ce monsieur. ouais. Sous-côté Là, ce monsieur. enfin, à la fin, on leur disait, ouais, vous n'avez pas besoin de défendre, nous, on est là, vous inquiétez pas. Ok. Je trouve ça lunaire dans le foot actuel d'entendre quelque chose comme ça, mais c'est vrai que ça a Ouais, mais payé. tu vois, Alors, nous, ça a fonctionné. Mais par contre, à Paris, tu vois, tu te dis pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et tu te dis, putain, vous aviez des joueurs comme Neymar, Léo, et vous avez pas, et Mbappé. Et là, tu te dis, putain, vous n'avez pas réussi à les mettre en avant, en fait. Et c'est là que la France est critiquable, quoi. Tu te dis et pourquoi ça marche en Espagne? je pense que tu as raison dans la gestion. Il y a de la critique à donner à ce club-là, mais très objectivement, en tout cas, je vais essayer de l'être. Je pense qu'on n'a pas le même Léo. Je pense qu'on n'a pas le même Neymar. Ouais, mais peut-être, ouais, c'est sûr. Mais est-ce que vous les avez mis ouais, je sais pas. Après, je comprends aussi, hein, l'Espagne et la France, c'est pas pareil du tout. Non, et puis, faut être honnête aussi. Le 11 du FC Barcelone, quand tu me parles de Rakitic, quand tu me parles de Mascherano, etc., c'est pas le 11 du Paris Saint-Germain non plus, hein. C'était un autre niveau aussi, hein. Donc, non, l'équipe, c'était pas que ces trois-là. Il y avait aussi une équipe assez solide derrière qui était capable de faire plein de choses. Rakitic, par exemple, le Paris Saint-Germain n'a jamais eu un joueur de ce niveau-là dans l'époque de Messi et de Neymar et Mbappé. Donc, Ouais. non, c'est clair. Quand tu m'as parlé de l'interview que tu avais donnée sur Piqué, je croyais que, en t'entendant commencer l'histoire, je croyais que tu allais me parler de celle que tu as donnée à RMC, où, où tu expliques qu'il y a un petit accrochage entre Messi et Luis Enrique. Ouais. Et derrière, on t'est tombé dessus, de fou.
comme quoi tu avais trahi le vestiaire. Alors après, tu connais la presse et on explique que tout le vestiaire t'est tombé dessus, que c'était un cauchemar pour toi, que tu as pris un coup Non. de pression énorme. Donc j'en profite de t'avoir pour essayer d'apporter un peu de lumière sur ça. T'es pas quelqu'un qui va beaucoup à la presse, tu l'as dit. Ouais. Et je pense qu'on peut compter sur les doigts de la main le nombre d'interviews que tu as pu donner. Donc encore une fois, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Mais quand tu sors sur la presse, tu dis des choses. Et on a parlé de Valence tout à l'heure. Là, on parle encore une fois de. Tu as parlé de Piqué toi-même. Et c'est pareil, encore une fois, c'est pas une anecdote que tout le monde peut partager quand il arrive au FC Barcelone. Et là, il y a cette histoire avec Luis Enrique et Messi. Pour remettre le contexte, en gros, tu expliques que sur une faute non sifflée, Messi s'énerve à l'entraînement, hein, c'est bien ça. Et il y a Ouais. une petite brouille entre les deux. Bref, chose qu'on peut avoir tous les jours dans des clubs de foot. Exactement, c'est ce que j'ai dit en plus. Qu'est-ce qui se passe après ça? Non, ce qui se passe, bah, déjà, premièrement, c'est que je me suis fait avoir par le journaliste Ah, qui est pro Madrid. Hein. J'ai ok. même pas envie de dire ça, j'ai pas envie de dire son nom, parce que j'ai pas envie de faire de la pub. Et il avait entendu ça, et puis si tu veux, gentiment, après le match, écoute, c'était même pas en interview en plus. Hein. Ah, ok. Et- ouais, ouais, c'était comme ça, lambda. Je sors du couloir, je le vois, puis je lui dis bonjour, tu vois. En plus, c'est super gentil. Puis, c'est seulement après, je savais que c'était un pro Madrid. Bon, bref. Et du coup, il me dit, ouais, il a entendu ça. Et puis, il me dit, ouais, c'est vrai. Puis, je dis, écoute, je dis, oui, mais en rigolant comme ça, je dis, ouais, il y a eu un petit accrochage. Je lui dis, comme dans tous les clubs, voilà, à Toulouse, moi, j'ai vu Paulo César avec Mansaré, le mec, il s'est levé, il lui a foutu un coup de pied dans la gueule. Il était ensemble, le mec. Mais voilà, je dis, ça arrive dans n'importe quel club. Il y a eu une petite embrouille, rien du tout, et terminé. Putain, qu'est-ce que j'ai pas fait, là? Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, je savais pas, tu vois, c'était mon premier truc. En plus, même pas en interview. Barcelone, voilà, franchement, je savais pas que c'était la guerre comme ça entre les deux clubs. Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est vrai que ouais, tout le monde me tombe dessus. Puis là, mon agent, il m'appelle, il me dit, ouais, Géré, il dit, écoute, il faut que tu appelles vite Xavi et Messi. Xavi et Messi? Ouais. Ok. Je dis, ok, je dis au téléphone, je dis, bon, j'appelle Xavi, mais Messi, non. Je dis, je le verrai dans le vestiaire, d'accord? Il me fait, ok. Donc le soir même, j'appelle Xavi, je fais, voilà, je mets franchement, voilà ce qui se... Et là, d'une gentillesse, le mec. Et il me dit, non, mais t'inquiète, chérie, on sait comment c'est ici. On se voit demain au vestiaire. Et au téléphone, il me dit, il me dit, t'inquiète pas. Il me dit, ça, c'est rien. Mais on va t'expliquer comment ça fonctionne un peu ici. Et puis, et voilà. Et après, le lendemain, je vois Léo. Je fais, écoute, Léo, voilà. Je dis, franchement, je voulais pas le dire. Enfin, j'ai rien dit, tu vois. Je lui explique un peu l'histoire. Il me dit, ouais. Il me dit, Jérémy, il me dit, t'inquiète. Il me dit, ils font que ça ici. Ok. Il me dit, il essaye de foutre la merde, en fait. Et il me dit, mais Barcelone, c'est la même chose dans le vestiaire de Madrid. Il me dit, voilà, c'est comment ça fonctionne. La moindre petite phrase, moindre truc, ça va être amplifié et ils veulent foutre la merde entre nous pour nous déstabiliser, en fait. Et je dis, ah, ok, mais D'accord. voilà, je dis, moi, je m'excuse, enfin, je voulais vraiment pas. Il me dit, ouais, il me dit, t'inquiète, il n'y a pas il y a aucun problème. Voilà. Ok. Je dis, putain, je dis, Ok. ouais, j'étais étonné, je dis, wow. Je dis, je m'en sors bien parce que je dis, Ouais, ça aurait pu partir en vrille. ah ouais, il me grillait, tu vois, il me dit, ouais, c'est bon, toi, qu'est-ce que tu nous balances, enfin, tu vois. Ouais. Alors que je voulais, enfin, c'était pas méchant, enfin, je disais, ouais, c'est juste une petite embrouille, c'est rien, les gars, enfin, c'est pas la Ouais, première comme fois que je je te vois dis, ça. ça arrive tous les jours au Ouais, travail, enfin pour tout le monde en vrai, ça arrive partout, mais ouais, c'est bref. ça. Bref. Donc voilà, Ok, tranquille. ok. Bah, c'est bien de Mais les rétablir mecs, la vérité sur ça aussi. les mecs derrière, c'était super, super cool. Bon, la première saison, on arrive au bout parce qu'elle est quand même chargée, on en a dit pas mal de choses. Bon, après, il y a le triplé, je sais pas si on va te saucer un petit peu quand même parce que, bon, j'aimerais que tu me dises toi si c'est la meilleure saison de ta carrière. Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi. Ouais. Est-ce que c'est celle où tu as pris le plus de plaisir? Parce qu'en termes de titre, oui, c'est la plus chargée, mais est-ce que c'est celle où tu as pris le plus de plaisir sur le terrain ou pas? Alors, bah, les gens, ils vont devenir fous. Alors, je vais te dire non. Je vais te dire non parce que, d'une part, je pensais jouer plus parce que, même si j'ai beaucoup joué, il y a aucun problème. Mais là où j'ai été déçu de cette saison, c'est que il y a des matchs où je faisais, enfin, moi j'aime bien la continuité en fait. Il y a des fois, je faisais deux gros matchs. Et après, tu vois, il me changeait avec Mascherano. Et puis, bon, après, j'ai appris comment il fonctionnait. Mais c'est pareil, Ligue des Champions, je crois que je fais.
fais pas mal de matchs, tu fais même les quarts de finale. Mhm. Et puis, tu fais pas demi, tu rentres en finale. Et je me dis, putain, ça me fait chier, quoi. Ouais. Je fais une grosse saison, mais au final, voilà, c'est un peu, dans ma tête, c'était mitigé. Alors que, je te dis, Valence, en termes d'épanouissement, c'est là où je me suis senti vraiment le mieux dans une équipe. Bon, après, il y a le Sporting aussi. Mais, voilà, c'est totalement différent. Effectivement, je m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais pas à cette réponse. Mais c'est important, c'est important. Les titres, ça fait pas tout, hein. Ouais, après, je me suis éclaté, hein, aucun souci, hein. Ouais, Mais bien sûr. c'est humainement où ça a été difficile à Barcelone. C'est Ouais. humainement où ça a été compliqué. Et encore plus après, peut-être qu'on en viendra à la troisième année. Bah ouais, on va en parler parce que je vois le temps qui file et il y a quand même des choses à se dire, mais il fallait qu'on parle vraiment de cette première saison parce que déjà je trouve que c'est le point de départ de tout, même si on va parler après, tu me disais l'humainement qui va se compliquer un petit peu, mais c'était important pour moi de montrer aussi que cette première saison, elle est chargée, mais que finalement elle se fait dans une ambiance qui est positive, que vous apprenez à vous découvrir des deux côtés et que l'issue elle est bonne, que ce soit sportivement, humainement, ça se passe bien. Alors tu me dis, on compare pas à Valence, évidemment, c'est ton club de cœur, on va pas comparer, Ouais. mais quand même, ça se passe bien au Barça. Alors, justement, c'est toi qui vas me guider un petit peu sur la suite. Parce que sur la suite, toutes les datas qu'on peut avoir, tous les chiffres, tout, à part peut-être un nombre de matchs qui diminue, surtout sur la dernière saison, mais il n'y a rien dans les chiffres et dans, les dans ce qu'on peut voir du foot, d'analyse du foot, qui peut expliquer comment tu as vécu les deux autres saisons. Alors, dis-moi un petit peu, quand il y a la reprise de la saison d'après, vous avez tout raflé. Mhm. Comment ça repart, la deuxième saison? Comment ça se passe? Eh ben, en fait, la deuxième, enfin, elle se passe comme la première, en fait, hein. C'est la troisième année où ça a été l'enfer. La deuxième saison, c'était le même move, mais je commence à jouer un tout petit peu moins. Ouais, Je crois que j'ai fait moins de matchs. ouais, t'as fait Mais moins de matchs. j'ai eu quelques petites blessures, ça. Mon mollet commençait aussi à, à refaire des siennes. C'est vrai. Mais bon, voilà, après, c'était toujours dans la continuité, tu vois, son fonctionnement de changer tous les. Ouais, voilà. Mais après, bon, on fait pas la Ligue des Champions, on gagne pas la Ligue des Champions. Non. Bon, on fait le doublé quand même. Et je te dis, après la troisième année, pour moi, ça a été un enfer, hein. Bah alors avant de basculer sur l'enfer que tu vas me décrire, il y a quand même, moi j'ai envie de mettre un petit peu le décor psychologique dans lequel tu te trouves. Parce que certes, la vie est belle, tu es à Barcelone, je pense que ta famille elle y est pas mal non plus, même si c'est pas Valence, elle y est pas mal. Tu gagnes tout sur la première saison, tu joues beaucoup de matchs, tu joues avec la meilleure attaque du monde et parmi les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Je vais te relancer sur la question équipe de France quand même, Jérémy, parce que t'es dans un club qui rafle tout, t'es titulaire. Alors, à la rigueur, que quand t'es à Valence, on dise, il y a mieux, il y a des mecs quand même qui jouent à Manchester, qui jouent. Bon, ok, je peux l'entendre. Là, finalement, sur la fin de la deuxième saison, il y a quand même. Enfin, jusqu'à la fin de la deuxième saison, on est en train de construire le groupe qui va aller à l'Euro 2016, qui est en France. Et Jérémy, t'es pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe là encore? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce que toi, avec le recul, tu te dis encore, ouais, mais je me suis pas montré dans les médias. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se montrer dans les médias quand on est au FC Barcelone et qu'on rafle tout partout? Est-ce qu'il y a besoin de le faire? Qu'est-ce qui fait que t'es pas pris? Stop, stop, stop! Avant que Jérémy Mathieu me réponde, et je vous promets que l'épisode équipe de France, il est costaud, donc restez avec nous. Juste le temps pour moi de dire merci à Winamax et de vous parler de la promotion qui est mise en place. Winamax double votre dépôt jusqu'à une hauteur de 100 euros pour les nouveaux joueurs Winamax. Et surtout, il y a aussi ce code promo Colin10 qui vous permet d'avoir encore 10 euros supplémentaires. Les deux offres sont cumulables. Ça vous fait un beau pactole dans cette période de l'Euro avec beaucoup de matchs encore dans la compétition pour bien s'amuser, bien s'éclater. Mais attention, si on a moins de 18 ans, interdiction formelle de parier. C'est très sérieux, les amis. On ne parie pas si on est mineur. Et pour les autres, soyez avertis, soyez vigilants. Soyez accompagnés également. Parlez-en autour de vous. Si vous voyez que vous perdez pied, c'est très important de communiquer. Il y a pas mal d'informations qui sont disponibles en description de cette vidéo, mais aussi dans le petit bandeau jaune en bas de cet écran. Et il y a aussi le fait de bien s'organiser pour éviter ces situations vraiment, vraiment compliquées à gérer. Mettez-vous un budget, parlez-en autour de vous, soyez vraiment bien organisé, bien strict et très rigoureux dans votre organisation pour éviter de sombrer avec les dangers que peuvent entraîner ces jeux d'argent. S'il vous plaît, soyez avertis, j'y tiens. Allez voir les informations en description, elles sont précieuses. Je continue avec Jérémy Mathieu, les amis, parce que je vous l'ai dit, l'épisode équipe de France, il est costaud. On reprend. À toi la parole, Jérémy. Je sais pas, faut demander peut-être à l'entraîneur. Après, c'est vrai que l'équipe de France a été
le seul point noir un peu de ma carrière. Mais franchement, j'ai pas eu de chance. Là-bas, en équipe de France, j'ai jamais eu de chance. Pourquoi tu dis ça? C'est bon. En fait, si tu veux, je fais mon premier match contre les États-Unis, ça se passe bien. Et après, on fait une tournée en Uruguay et Brésil, là. Pareil, mais en fait, si tu veux, je me blesse à l'adducteur. Donc, je joue 10 minutes et après, un autre match, je sais plus c'est quel match, je me fais le ménisque. Tu vois, en fait, j'ai toujours été blessé. Je me suis toujours blessé en équipe de France. J'ai jamais eu de chance. C'est un truc. Je me dis, putain, en fait, ouais, Dieu veut pas que je joue en équipe de France. J'ai toujours eu un truc. Ouais, Et en fait, si tu veux, peut-être que j'ai pas fait le match de prépa, tout ça, mais à l'Euro, je dois le faire. Je suis dans les 23, hein. ouais, Je suis dans la liste, hein. Et Barcelone, on joue finale de Coupe du Roi. C'était contre Séville. Mascherano, je suis remplaçant. Mascherano prend un carton rouge au bout de 14-15 minutes. Et le coach, il joue jusqu'à la fin, pratiquement, comme ça. Et il me fait rentrer. Et donc, je fais la deuxième mi-temps. Et il y a les prolongations. Première action. Je sais pas si, je crois qu'elle passe sur Internet. Il y a, je sais plus qui c'est qui dégage le ballon, Messi il reçoit. Et là, tape une accélération. Messi, il essaie de me la donner. Et là, je me claque. hmm. Je me claque le mollet, en fait. Et j'ai joué pratiquement 30 minutes, enfin, toutes les prolongations comme ça, blessé. Avec un Et claquage au donc, mollet. ouais, ouais. J'ai Wow. serré les dents, j'ai dit, ouais, faut que je continue. Un truc, enfin, et en plus, c'est que je fais un gros, gros match, sans me vanter ou que j'aime pas, tu sais. Mais je fais un gros match avec Piqué derrière. On était à un de moins en plus. Franchement, on a tenu la baraque les deux. Et du coup, donc, je me claque et on gagne 2-0 du coup, en prolongation. Et donc, après, je rejoins Clairefontaine, mais blessé. Mais blessé. Ouais. Voilà. Avec le claquage. Et puis, ben, l'histoire, c'est que. Mais il m'éjecte pas de suite, hein, qu'il avait vu la finale. Et ça, c'est encore l'anecdote que les gens ne savent pas. Donc, Ouais. je vais voir Didier, enfin, Didier m'appelle, Deschamps, et donc on a une conversation, les deux, tu vois, entre hommes. Et il me dit, putain, Géré, c'est des mecs comme toi que je veux, tu sais, parce qu'à un moment donné, je sais plus, à la fin, tu vois, et l'autre, il veut faire la retournée, je saute comme ça pour mettre ma tête, tu vois. Je saute dans les pieds, tu vois, puis il fait la retournée, mais il prend presque son pied dans la tête. Il me dit, ouais, c'est des mecs comme toi, un guerrier que je veux, tout ça. Il me dit, ouais, putain, franchement, tu peux demander même à mon épouse. Je dis, putain, c'est bon, je vais faire l'euro, tu vois. Quand tu as un discours comme ça d'un mec, d'un entraîneur, je dis, ouais, franchement, c'est bon, j'en fais partie. Et voilà, même blessé. Il me dit, ouais, il me dit, bon, là, t'en as pour 10 jours. Allez, tu vas faire les soins et tout, et puis c'est bon. Et je dis, ok, donc je fais mes soins et tout. Donc, neuvième jour, je vais voir le médecin. C'était le jour J, c'était un samedi. Je fais les tests, tout, je saute, tout. Je dis, c'est bon, enfin, j'ai plus mal, tu vois. Il me dit, ok, ben on va pousser cet après-midi, on va pousser un peu plus, on va faire des sprints et tout, puis là, on prendra la décision. Je fais, ok, ouais, super. J'étais confiant, hein. 5 minutes après, donc je retourne dans la chambre. 5 minutes après, coup de téléphone, là, et du coup, le médecin qui me rappelle, il me dit, va, viens, reviens, je veux te parler encore. Je fais, oh, bah ouais, je descends, et puis là, je vois des chants dans le bureau. Je dis, dans ma tête, je dis, ah, Ça c'est pue. pas bon. Je dis, Ouais. là, il y a un truc, tu vois, déjà. Puis c'est là qu'il m'annonce, il me dit, écoute, Géré, on peut pas prendre le risque de te prendre si tu te reblesses. Voilà, si on a un euro derrière, imagine, je te fais jouer le premier match, tu te blesses. Et là, enfin, tout s'écroule, quoi. Enfin, franchement, Ouais. hein. Et après, je dis, on discute comme ça. Je dis, coach, attendez, vous me faites un discours et tout. Je dis, en plus, je dois faire les tests cet après-midi. Vous me dites là, je dis, vous attendez même pas que je fasse le test, en fait. Vous m'éjectez comme ça. Il dit, ouais, on peut pas prendre le risque. Ah, franchement, j'étais dégoûté. Donc après, il me dit, bah, il dit, voilà, tu fais ce que tu veux. Il me dit, soit tu restes avec nous jusque demain, ou tu. Mais je lui ai dit, que non, je dis, moi, je me casse. Je dis, moi, je me casse direct, c'est bon, c'est pas grave. Mais bon, tu vois, j'ai jamais dit hein, ce truc à Ouais. personne en plus. Mais après, Hmm. enfin, voilà, enfin, j'en ai toujours voulu à Deschamps, parce qu'en plus, je lui dis, écoute, voilà, j'étais là, moi, je vais pas à la Coupe du Monde. Je dis, moi, c'est que j'ai jamais eu de chance en équipe de France. Je dis, moi, l'Euro, c'était mon objectif. En plus, là, c'était mon objectif.
Je dis après, je pars. Je laisse la place aux jeunes, je m'en fous. Moi, 32, 33, un truc comme ça, je m'en fous. Je vais pas à la Coupe du Monde, je m'en fous. Moi, je dis, moi, je veux l'Euro, c'était mon challenge, et puis voilà. En plus, je me fais le ménisque et tout. Je me blesse le mollet, le ménisque déjà. J'en avais pour 4 semaines, hein, voire un peu plus. Et en plus, eu des discussions avec des gens. Je fais, dans 2 semaines, je suis là. Je dis, écoute-moi bien, dans 2 semaines, je suis avec vous. 2 semaines, j'étais avec eux. Alors que j'en avais pour 4 semaines. Ouais. Je faisais matin, après-midi, soir des soins pour y être. C'était un truc de fou. Et là, tu m'annonces comme ça, tu me dégages. Bon, après, voilà. Mais surtout que du coup, alors d'une, déjà, tu me dis, tu as raison, il t'éjecte, t'as pas fait les tests l'après-midi. Donc Ouais. finalement, il sait pas à quel point la blessure, elle est profonde ou pas. Et si ton aptitude à revenir. Mais en plus de ça, tu me dis, c'est un claquage. Un claquage, en théorie, c'est une dizaine de jours off. Avec les soins Ouais, qu'il y a là-bas, tu peux être opérationnel pour l'euro. ouais, c'était une petite déchirure de rien du tout au mollet. Et puis au final, voilà. J'en avais pour 10 jours. Et au bout du neuvième, je te dis, je faisais les tests et je devais courir l'après-midi. Mais le matin. Qu'est-ce que je voulais dire? L'échange, la teneur de l'échange avec Didier Deschamps, parce que ce que tu me dis, l'échange, il est quand même violent de ton côté. Enfin, la nouvelle que tu prends, c'est violent. Tu t'énerves, il y a une dispute, le ton monte. Ah non, non, moi, enfin, je suis resté calme. Tellement j'étais dégoûté d'entendre ça, je lui ai juste dit, mais en fait, vous attendez pas que je fasse les tests? Ça, tu lui dis dans les yeux. Ça, tu lui dis dans les yeux. En Ouais, face à face, tu lui dis ça. ouais. Ah, Et il me dit, non, on peut pas prendre le risque. Il me dit, si je te fais jouer l'euro direct et que tu te blesses, moi, je fais comme. Enfin, voilà. Je peux pas partir ah, avec trois. Il me dit, je peux pas partir avec 300 trop, tu vois. c'est dur. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Surtout qu'après, bon, c'est pas une anecdote parce qu'ils prennent une Titi derrière Oui. qui m'a déjà remplacé à Barcelone et tout. Ouais. Donc moi, dans ma tête, Ouais. tout se chamboule. Je dis, ouah. Enfin, il n'était pas à Barcelone, hein. Je crois qu'il était Non, à à ce Lyon. moment-là, il n'y Il est pas était à encore. Lyon. Il était à Lyon et après, il vient à Barcelone. Et là, dans ma tête, je dis, ouah, tout se chamboule. J'ai l'impression qu'il y avait un truc contre moi. Je dis, il y a un complot. Tu sais que même, enfin, je l'ai jamais au téléphone. Tu sais que même, je me suis dit, j'en ai même voulu à Monsieur Aulas. Je dis, je suis sûr qu'il a appelé. C'est C'est même vrai? comme ça dans ma tête. Je dis, je suis sûr qu'il a appelé pour mettre Samuel et tout, pour le faire aller à Barcelone après. Enfin, tu te poses des questions. Je te dis, ouais, Ouais, j'entends bien. vraiment. Tu vois pourquoi je voulais. Déjà, comme tu dis, j'ai jamais entendu ça nulle part. Donc, encore une fois, merci pour la confiance, c'est sympa. Et tu vois, c'est aussi pour ça que je voulais m'arrêter sur cette partie-là. Parce que même si j'avais aucune idée de cette histoire, je voulais m'arrêter sur ça avant d'aborder l'enfer Barcelone. Parce que c'est un effet boule de neige, entre guillemets. C'est-à-dire que même si les deux histoires n'ont aucun lien direct entre elles, t'es pas dans le même état d'esprit que quelqu'un à qui va arriver une des deux histoires. Tu vois, il y a quand même un côté qui s'additionne et qui est un peu lourd à porter. Bon, du coup, il n'y a pas l'euro. C'est dur, mais il n'y a pas l'euro. Surtout que tu les vois derrière faire un parcours de fou furieux jusqu'en finale. Il n'y a pas l'euro. Euh, Comment ça se passe le retour à la vie Parce que comme tu me dis, comme tu dis, il y a Samuel en plus derrière qui vient. Comment ça se passe le retour à la vie de tous les jours après ça? T'arrives à être motivé? T'arrives à repartir ou pas? Ouais, parce que c'est ce qui a fait ma force un peu. Et puis, toujours derrière, moi, on le dit pas assez, mais la famille, ma femme surtout, mes enfants, ils étaient assez petits, mais surtout mon épouse, franchement. Les gens critiquent beaucoup ouais, les femmes de footballeurs, machin. Nan. Mais enfin, moi, ma femme, je la connais depuis l'âge de 18 ans. On s'est connus à Sochaux. J'ai gagné des cacahuètes. Et puis voilà, on s'est rencontrés très jeunes, en fait. Ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés. Et en fait, enfin, c'était mon pilier. C'est un pilier pour moi. Et Ouais. puis voilà, donc je suis trouvé les mots pour me remonter le moral. Puis après, moi, enfin, je gamberge pas trop non plus, hein, tu vois. Pas trop longtemps. Je dis, ça fait mal d'entendre. Et puis pour moi, enfin, il faut toujours aller de l'avant. Voilà, ça a été un échec comme ça. Comme je dis, voilà, la vie continue. Et puis il y aura des jours meilleurs. Y a pas c'est comme ça. Bon. Moi, voilà, après l'équipe de France, je l'ai zappé parce que c'est comme ça. Après ça, tu ne l'as même plus dans ton viseur, l'équipe de France. T'espères même pas secrètement être appelé. Non, parce que je lui ai dit que pour moi, l'objectif, c'était l'Euro. Donc voilà, moi, c'était terminé. Mais tu sais que derrière, il m'appelle, hein.
Il m'a appelé pour faire les qualifs de la Coupe du Monde. Et tu dis non. Ouais, non, je lui dis non. Je dis non, il Ah ouais? m'appelle. Franchement, je savais même pas, j'avais même plus le numéro, j'avais plus rien. Je vois un numéro, ben, je décroche. Je me rappelle, j'étais tranquille chez moi hein, à Barcelone. Je fais, ouais, ouais, c'est Didier, machin. Voilà, je vais te prendre. Il n'avait pas sorti, je vais te prendre. Je fais non. Je fais non, vous me prenez pas. Je dis, je vous l'ai dit. Et là, en plus, tu sais, ça a ravivé le truc. Je dis non, je dis, moi, l'euro, c'était mon truc. Vous me l'avez privé. Je dis non, vous m'appelez pas. Et là, presque, c'est pas qui me menace, il me dit, ouais, Jéred, tu sais que refuser une sélection, tu peux avoir, je sais plus combien de matchs de suspension. C'est pas grave. Je dis, vous me prenez pas. Je dis, prenez les jeunes, c'est pas grave. Je dis, je ne viendrai pas. Tant pis. Et voilà. Mais après, c'est entre lui et moi. Mais après, tu peux pas non plus critiquer. Enfin, il fait des parcours exceptionnels. Je dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Oui, 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 bien sûr, ça enlève rien Un au. super entraîneur, y a pas, mais humainement, pour moi, c'est. Non. Voilà. C'est comme ça. Et là, on s'est vu il n'y a pas longtemps à Nice, quand ils sont venus jouer à Nice, où ils ont gagné 16-0, je sais plus quoi. Là. Et, mon fils, il est fan de Mbappé. On s'est vu là, on a discuté, voilà, tu vois, sans rien, pas de souci. Hein. Avec le temps, ça passe, hein, y a pas de, Ouais, bien sûr, c'est comme bien ça sûr. sur le moment. Y a pas- Ok, incroyable histoire. Incroyable histoire. Bon, ça fait 2 fois que je te retarde sur cet enfer. On va mettre les pieds dedans, Jérém, on va mettre les pieds dedans. Bon, il y a cette histoire d'euro. Une année plus tard, du coup, enfin non, c'est même pas l'année plus tard d'ailleurs, c'est à la suite de ça. À la suite de ça, alors comment dire? Je vais pas te mentir. Quand j'ai préparé cette interview et quand je t'ai contacté la première fois par téléphone, je t'ai expliqué que je voulais que tu viennes en interview. Évidemment, évidemment, je voulais avoir la lumière sur ce qui s'était passé à Barcelone. On se prépare, tu sais, quand on est dans des interviews avec des joueurs, on se prépare parce qu'il y a forcément des choses qui vont être non dites et tout. Depuis le début, tu me régales pas mal avec une transparence assez incroyable. Donc, on va essayer de continuer sur la même, sur la même lancée. Mais j'ai voulu être préparé au max. Du coup, je regardais les déclarations que tu avais pu avoir et tu parles de la Juventus, souvent, du match face à la Juve, où tu le décris un peu comme un tournant dans ton histoire avec le vestiaire Barcelone et l'histoire Barcelone. Et du coup, j'ai regardé le match. Et je t'ai trouvé grave dur avec toi-même, en fait. Ok, bon, il y a le but, je crois que c'est le deuxième de Dybala ou le premier, je sais plus. Ouais, C'est le premier de Dybala, c'est le premier de Dybala. ouais. Et il y a Quadrado qui t'enrhume. Clairement, il t'enrhume sur le coup. Je crois, il te fait une feinte. Ah putain, faut que j'envoie les images. Moi, en fait, j'ai jamais. Là où j'en veux un peu à tout le monde, c'est que où tout le monde m'est tombé dessus. Bah, si tu as revu le match, hein, mais moi, je pense pas qu'il m'enrhume. Moi, je pense que. Donc, il vient me fixer, si tu veux. Il vient me fixer. Et moi, je recule. On rentre dans la surface de réparation. Donc, je peux plus le toucher. Mais moi, Ouais, enfin, je me jette pas. ouais. Il est toujours en face de moi. Et là, il met le ballon en retrait. À Ouais, Dybala, il te qui le met. Alors, c'est le là où je gauche dis il porté. t'enrhume. C'est là où je dis il t'enrhume. Excuse-moi, le terme t'enrhume, il est peut-être pas bon parce que quand je dis il t'enrhume, les gens s'attendent à ce qu'ils te mettent un dribble de fou furieux, que tu tombes par terre et machin. C'est pas ce qui se passe. Quand je dis il t'enrhume, il te met une passe dans ton dos que je pense tu vois pas venir parce que je pense que la personne la voit venir. Même moi, sur le coup, quand je regarde le résumé, alors que je connais déjà le résultat, je la vois même pas venir cette passe qui m'a à Dybala. Et là où je dis que pour moi, là où tu es un peu fautif, et j'ai commencé cette phrase en disant pour moi, tu es un peu dur avec toi-même. Là où tu es un peu fautif, selon moi, et c'est toi qui vas m'expliquer, c'est toi le défenseur, c'est que à partir du moment où, comme tu dis, il rentre dans la surface, il est plus touchable. Ouais, Et je pense que tu peux intervenir avant. bon. Je sais ce que je pense. Pour moi, la passe qu'il met derrière, elle est sublime. Franchement, ce que fait Dybala, c'est très beau, mais la passe qu'il fait à Dybala, elle est sublime. Et c'est là où je dis il t'enrhume, c'est que pour moi, il te met une passe que tu soupçonnes même pas. Mais là où je disais en début de phrase, je trouve que t'es dur, c'est que on n'est pas sur un truc à la Boateng où tu tombes et que tu te ridiculises et que ça fait le tour des médias. On n'est pas sur le petit pont que prend David Luiz face à Suarez au Parc des Princes où derrière il se fait humilier avec une frappe en pleine lucarne. On n'est pas sur un truc comme ça. Donc quand j'entends après ce truc face à la Juve, en plus tu sors à la mi-temps, donc dur. Ce truc face à la Juve, c'est déterminant. Je me dis, oh, wow, Barcelone, c'est hyper strict. Hein. Si tu peux pas prendre un but comme ça, tout le monde doit se faire virer de Barcelone chaque week-end en fait. Donc dis-moi, comment ça se passe? Pourquoi est-ce que ce moment-là il est si important? Et comment tu le vis derrière? Bah, en fait, je raconte cette histoire parce qu'en fait, c'est là où tout le monde me tombe dessus, en fait. C'était moi le fautif, ce bouc émissaire. Il fallait trouver un bouc émissaire. Je parle plus de la presse espagnole et tout ça. Donc moi, pour me dédouaner ou tu vois,
Je lui dis, mais attendez, enfin, le foot, ça se joue à 11. De deux, comme tu dis, pour moi, ouais, j'étais un peu fautif, ou j'aurais pu essayer, mais Guardado, enfin, on le connaît, tu vois, il est vif, il va vite. Je me dis, moi, quand tu es sur le terrain, je dis, putain, je vais pas me jeter. Je vais essayer d'anticiper qu'il aille sur le côté pour essayer de centrer, tu vois. Donc, je vais le temporiser, tu vois. Dans ma tête, c'était ça. Je veux pas qu'il me passe. Donc, du coup, ouais, certes, on s'approche de la surface, mais tu vois, pour moi, j'ai pas fait de faute non plus. Et derrière, je me dis, qui c'est qui a Dybala, en fait? Tu vois, Hmm. dans le coup, je Ouais, dis, ouais. qui a Dybala? Il est où? Là où j'ai mis le vestiaire un peu, parce que j'ai dit des noms, forcément. Je dis, il est où Piqué? Il est où Mascherano, là? Parce que Mascherano, il joue en 6. Et en plus, tu vois, j'ai même pas parlé du système de Luis Enrique, hein, où on jouait à 3 derrière, tu vois. Alors que ça faisait, après, il me met arrière gauche, alors que ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas joué arrière gauche. Il avait mis Jordi Ouais. Alba sur le banc, sur un quart de finale de Ligue des Champions. Tu changes de système comme ça. Je dis, attends, voilà, enfin, tout le monde me tombe dessus, donc j'essaie de me dédouaner un peu dans les actions où je me dis, putain, le foot, ça se joue à 11 et derrière, ils sont où les autres, quoi. Donc voilà, et puis en plus, il me sort à la mi-temps. Donc, C'est surtout ça en plus qui te tue. ouais. Parce en vrai, le but que tu prends, même si les gens ils vont te tomber dessus, alors encore une fois, on parlait de tout à l'heure, rentrer à Barcelone quand t'es français, quand t'es pas de ces communautés qui sont déjà identifiées fortement au club. Je parle de catalan, je parle d'espagnol ou de sud-américain. Mhm. T'es plus rapidement pointé du doigt quand il y a un truc comme ça qui peut se passer que si t'es Gérard Piqué ou si t'es Jordi Alba. Ouais. Mais comme tu dis, pour moi, il y a le but, il y a la passe. Derrière, il est tout seul. Hein. Il est au 6 mètres, il est tout seul. Alors que ça, c'est pas toi. Mais tu me dis, tu dis des noms. On te le reproche en interne de te dire des noms? Ah non, non, il me disait rien, mais après, tu sens que c'est plus pareil. Mais après, ça démarre pas que de la Juve, hein. Ça Ah, c'est démarre de. d'avant. Ouais, c'était même avant. Ça démarre du match contre Alaves, Ok. à domicile. Donc, je joue avec Mascherano dans l'axe. Ouais. On perd 1-0 à la mi-temps. Et le but, c'est de la faute à Mascherano. D'accord? Ok. Donc, Luis Enrique fait son speech, donc, ouais, machin. On rentre, je marque le but sur corner. Mhm. Je marque, 1-1. Il reste 10 minutes, but pour Alaves, Mascherano qui est dedans. Donc, les deux buts, c'est de sa faute, hein. Mais vraiment, là, c'était vraiment de sa faute, hein. Et derrière, le match d'après, qui c'est qui est sur le banc? C'est moi. Lui, il joue Mhm. titulaire. Je dis, waouh. Mais moi, tu vois, comme j'avais besoin de continuité quand je faisais un bon match, ou ça, même, tu vois, je dis, ouais, là, en fait, la troisième saison, je voulais plus, en fait, partager, entre guillemets. Tu vois, je dis, moi, il me faut de la continuité, il faut que je joue, en fait. Plus je joue, plus je suis bon, tu vois. Ouais. Et là, mentalement, en fait, ça m'a fracassé. Ce match-là m'a fracassé. Et après, j'étais plus comme avant. Et après, ça s'est dégradé au fil du temps. Et puis après, ben, après, il y a eu ce match de la Juve. Et Donc là, en où fait, il me sort à la mi-temps. Et là, bon, personne ne le sait. Parce que, et là, donc, il me sort à la mi-temps. Et là, je me lève. Je me lève, mais devant tout le monde, hein. Et je dis, oh, je dis, c'est terminé. Parce que j'en avais un ras-le-bol, tu vois, il fallait que ça sorte. Je dis, terminé. Il restait encore un mois derrière, hein, je crois. Et comme on avait perdu 3-0 et que j'avais fait ça, enfin, tu vois, on perdait 2-0 ou 3-0, je pense que le vestiaire n'a pas accepté, mais c'est pas grave. Il fallait que ça sorte, en fait. C'est sorti comme ça. Je dis, hé, c'est terminé. Je dis, tu me fais plus jouer. Je dis, je ne joue plus. Il t'oublie mon nom. Je fais terminé. OK? Et je me change, je me douche, et basta. Et je suis retourné sur le banc après. Et après, j'ai pu jouer, tu vois. Voilà, c'est passé comme ça. wow, ok, Ah ouais, ok, je pense que c'est pour ça, là, après, ça s'est dégradé, tu vois. ok. En termes avec les joueurs, si tu veux. Mais bon, c'est pas Ouais, grave. ben, c'est incroyable. Ok, Ouais. Mais ok. j'en avais tellement sur la patate que je dis non, c'est fini, c'est terminé, laissez-moi tranquille. Ouais. Il te parle, Enrique? Parce qu'il te sort à la mi-temps, encore une fois. Hein, les journalistes peuvent dire des choses, les techniciens ils disent autre chose. C'est-à-dire que je vois pas comment, même si j'ai parlé, hein, et je t'ai dit, tu as été dur, et moi j'ai dit ce qu'on pouvait te reprocher sur ce but-là. Mais un technicien, il voit que
Il voit que derrière, c'est une passe, tu la prends dans ton dos, et c'est pas une folie non plus ce que tu fais. Il voit derrière qu'il manque des joueurs au marquage et que tu peux pas tout gérer. Et il te dit quoi, Luis Enrique, par rapport à ça? Il Rien te du parle? tout. Il m'a jamais parlé. Ok, C'est là où je reproche à cet entraîneur. Mais pendant 3 ans, en fait, le mec, il vient à Valence. On fait 2 réunions. Il dit, mais il est super sympa. Il te parle. Il me dit, ouais, je te veux et tout, machin. Après, je sais que c'est différent sur les terrains, il n'y a pas de bien souci. sûr. Mais pendant 3 ans, il m'a pas parlé une seule fois. Pas une fois. J'ai été dans son bureau, rien du tout. Ok, Ouais. c'est lunaire. Et C'est il me lunaire. parlait de temps en temps comme ça sur le terrain, tu sais, pendant les entraînements. Oui, des fois, tu dois faire attention, ou tu vois, ou non, la tête est bon, machin. C'est tout. Et là, après la Juve, c'était terminé. Voilà, tout a été rompu. Ouais. Et en plus, il me restait 2 ans de contrat derrière. Waouh. Ok. Donc derrière, tu fais le forcing pour partir. Non, non, je fais pas le forcing. Non, non, parce que lui, il s'en va. Ouais. Et c'est Valverde quand même. Ouais, c'est Valverde qui vient. Ah, Ah, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, tu m'as lâché un petit bout de popcorn en me disant, ouais, il m'a fait autre chose. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Valverde? Valverde, donc moi, quand j'entends Valverde, je suis super content parce que ça s'est super bien passé à Valence. Ouais, C'est lui qui me met central en plus et tout. Je dis, ouais. putain, dans ma tête, ouais, je suis super content et tout. Je dis, ouais, je vais revivre un peu, tu vois. Et je vais avoir confiance parce que je sais que lui, il aime bien parler aux joueurs et tout. Je sais comment il est puisque je l'ai déjà eu. Je vois pas qu'il m'appelle, il me dit, ouais, Géré, tu rentres pas dans les plans. Mais comme ça, avant la saison, hein, avant. Je dis, mais coach, on m'a même pas vu, enfin, vous me connaissez et tout, vous savez comment je fonctionne. Ouais, mais c'est en haut. Ah, ok. En haut, ils veulent pas, donc moi, je peux pas aller au, tu vois. Donc, mais lui, je pense qu'il m'aurait fait jouer. Il me dit, mais en haut, ça suit pas, tu vois. Ils veulent pas. Donc, Tu du penses que coup, c'est par rapport à ce qui s'était passé tout au long de la saison? je sais pas, sûrement, hein, je sais pas du tout. Ouais. Du coup, ben, je vais au bureau et tout. Je dis, voilà, j'ai eu le coach, apparemment, c'est vous, ouais. Il dit, nous, on va faire, voilà, on veut que tu laisses la place pour qu'on recrute quelqu'un d'autre, et puis voilà. Mais, il a dit, voilà, il te reste 2 ans de contrat. Ben, moi, je lui dis, bah ouais, il me reste 2 ans. Il me dit, ben, soit vous me payez, et puis je pars, pas de souci. Il me dit, non, non, mais comme ça, droit dans les yeux, le mec, hein. Il dit, non, on ne payera pas. Il me dit, tu peux rester, hein. Mais tu peux rester les 2 ans, mais on te payera, pas de souci, mais tu joueras pas. Et tu seras sur le côté, on t'enverra, je sais pas où. Bah, genre, presque, il me promettait là encore plus de misère, quoi. Oh, ouais. Donc, du coup, après, avec mon agent, ils ont réussi à me faire libérer, quoi, libre. Pas de transfert, tout ça. Il me dit, vous le laissez, on casse le contrat. Et puis... Donc, ils ont été d'accord là-dessus. Donc, je suis parti libre, en fait. Ouais, donc tu touches pas tes 2 années de contrat qui te devaient. Non, non, je touche pas. De toute façon, je voulais tellement partir après, là, que voilà, enfin, j'étais libre. Voilà, comme on dit. Ils m'ont laissé libre. Donc, c'était bien. Elle te fracasse pas cette année-là? La troisième, bah, dans tous les. Enfin, si. Ah, mentalement et tout. Ah, elle me tue complet, ouais. Mais après, heureusement que je te dis, ouais, heureusement qu'à côté, tu vois, t'as La femme, les ta enfants. famille, ma femme, voilà, heureusement, parce que sinon tu tiens pas. Moi, je suis seul. Ah ouais, Même si on parle que de foot, mais ouais, des fois, c'est costaud. des fois c'est dur, hein. Des fois, c'est dur. Mais bon, faut pas se plaindre, parce qu'après, les gens ils vont Non, dire, faut pas se oh, plaindre. oh, oh, il gagne. Non, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre, t'as raison. Mais tu sais, quand moi je fais cette émission-là, c'est aussi pour libérer la parole sur ces choses-là. Et on voit de plus en plus dans le monde du foot, même des gros cadors se sont permis d'en parler. Thierry Henry en a parlé, beaucoup de gens en ont parlé. Qui a un aspect émotionnel, parfois dépression, etc., qui joue. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui est venu la semaine dernière qui me disait quoi, il était en dépression après son départ d'Arsenal notamment et ce qui s'était passé, aussi avec conjugué avec ses soucis de famille, tout ça, et que ça vous touche. Tu as raison, faut pas se plaindre, mais il faut aussi mettre la lumière sur les choses que vous ressentez, vous êtes des humains. On est quand même des humains, quoi. C'est pas, Voilà, exactement. C'est... ce qui m'énerve un peu dans ce monde, c'est sûr que voilà, nous on gagne des millions, mais voilà, genre on peut pas se plaindre, mais enfin, moi c'est on est des êtres humains, quoi. C'est Bien humainement, sûr, bien sûr. humainement, des fois tu vois des trucs, waouh, Ouais, c'est c'est dur, hein. lunaire. C'est lunaire. Voilà, Et puis vous dévouez votre vie à ça, donc tu vois, le coup de l'euro, c'est dur. C'est dur. voilà. Bon, allez, j'ai envie de finir sur une bonne note, parce que tu vois, on va pas se quitter comme ça. On peut pas s'attarder dessus trop longtemps. Évidemment, on a parlé de plein d'autres choses, mais Lisbonne, et je peux te dire, je vais me faire des amis en disant ça, qu'à chaque fois que j'entends parler d'un club portugais, c'est en bien.
C'est en bien parce que, tu vois, on entend à tort et à travers parler d'institutions, parler d'équipes, de groupes, de protection des joueurs, de familles, de groupes, de clubs familles, etc. Je trouve que c'est un peu du flanc dans la majorité des cas. Ou que, à partir du moment où il y a un désaccord, ce côté famille, il saute. J'ai eu Adel Tarabt qui m'a parlé du Benfica et qui m'a dit, tous les joueurs qui y sont passés veulent y revenir parce que c'est un club incroyable. Et à ce côté-là, dans les clubs portugais. Et toi, de ce que tu m'as même dit aujourd'hui, on a l'impression que tu as retrouvé le plaisir du foot, simple, joyeux là-bas. Comment tu le retrouves, le plaisir de jouer? Bah, en fait, enfin, ils m'ont remis en confiance, quoi. Tout simplement, hein. Puis, en partant de Barcelone, c'est un poids qui est parti, en fait. Et là, tu arrives dans un club où c'est pareil, le coach, là, Georges Jesus me voulait absolument, mais lui, il m'appelait tous les jours. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un mec autant appeler. Mais voilà, te remettre en confiance, comme tu dis, ouais, c'est assez familial, tu te sens bien, c'est un petit cocon. Puis voilà, mais même s'il y a eu des accrochages avec les supporters, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Mais là, en fait, en termes de football, je revis, quoi. Ta famille, elle y était bien? Bah alors là, un peu moins, tu vois. Ma femme, elle a pas trop, même si on s'est fait des amis à côté, mais c'est vrai que tant c'est une belle destination, mais Ouais. c'est vrai qu'elle a moins apprécié le Portugal que l'Espagne. Ça marche. Elle a tellement été présente dans ta vie, on va pas lui en vouloir sur ce coup-là quand même. Ouais, c'est sûr. Jérémy, merci beaucoup. Ouais, bah, avec plaisir. C'était incroyable. Et c'était incroyable parce que je pèse mes mots. T'es pas quelqu'un qui parle beaucoup dans les interviews. T'es pas Non, quelqu'un qui s'épanche beaucoup. Et là, t'as fait preuve d'une transparence assez folle. Donc, j'apprécie vraiment. Vraiment, ça me touche. Et moi, je suis content de savoir que ça se finisse bien tout ça quand même. Parce que t'as vécu une grosse année et demie compliquée. Et de savoir que, même s'il il y a eu un club après Lisbonne, mais de savoir que tu finis quand même ton histoire avec le foot sur une bonne note, ouais, bah ouais. c'est quand même agréable. Bah, Lisbonne, tu revis. Après, on vit que de ça, hein, tu vois, comme tu dis. Après, j'ai joué un peu dans le foot amateur. Après, voilà, c'était pour le plaisir. Et puis, mais c'est vrai que, juste là, une petite aparté comme ça, c'est vrai que, heureusement qu'il y a un peu le foot amateur aussi. Mais Ouais. bon, je pense qu'on n'en parle pas non plus. J'ai essayé d'en parler. J'ai fait 2 ans et c'est vrai que ça manque pas mal de moyens. Et quand on voit les sommes astronomiques qu'il y a des fois en Ligue 1 Ouais. et au-dessus, voilà, c'est compliqué, quoi. Avec ce qui se passe actuellement dans la Ligue 1 et les droits TV, tout ça qui sont en galère, je suis pas Ouais. sûr que la situation du foot amateur elle s'arrange tout de suite, tout de suite. Alors, c'est bien dommage parce que Ouais. c'est la source un peu du foot français quand même. Donc, Ah ouais, totalement. Totalement. j'ai essayé d'en parler pendant 2 ans, mais ouais, c'est dur. C'est dur. T'es pas le seul, il y en a beaucoup qui en parlent. En tout cas, t'as beaucoup parlé aujourd'hui. On est resté 2 heures ensemble. Merci beaucoup. J'apprécie. Je te fais signe pour la sortie de la vidéo, évidemment. Ça va, pas. Mais un grand merci à toi. Profite bien de l'après. J'espère qu'il y a des beaux projets. J'espère que tu as bien kiffé avec ta famille parce que tu les as un peu crapahutés un peu partout. Mais c'est top. J'espère qu'ils ont bien profité. Et puis tous les autres, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de fou comme ce monsieur aujourd'hui et d'autres anecdotes dingues. Ciao.